Les corbeaux se sont posés alors qu'ils tournaient autour de Ben, qui était au sol et s'accrochait à peine à la vie. En ouvrant les yeux, elle se demande si elle vient de perdre connaissance et se redresse en se demandant ce qu'il est advenu de la bataille pendant son absence. Elle grimaça de douleur alors qu'une sensation perçante lui frappa soudainement la poitrine. Il semble que certaines de ses côtes soient cassées. Heureusement, elle peut encore bouger et doit juste calmer ses nerfs. En balayant la zone du regard pour chercher le reste des membres de son groupe, elle voit le champ de bataille ainsi qu'une personne familière appuyée contre un pilier. Un autre a été écrasé sous les lourdes mains d'un géant de pierre. Tous deux étaient inertes et immobiles. Cependant, la bataille n'était pas encore terminée et des gens se battaient encore au milieu des décombres. Une prêtresse faisait face à quelques chevaliers démons et utilisait ses pouvoirs pour les repousser. Pendant ce temps, le plus grand combat de tous se poursuivait, et le héros affrontait le tout-puissant roi démon. Usant de son autorité, il balaya la terre de son bras. Des volutes d'âmes déchues passèrent au pied de l'humain, se rassemblant et tourbillonnant sur l'ordre du Seigneur. Bientôt, un bras s'éleva et perça la terre. D'innombrables guerriers morts-vivants émergèrent en réponse à l'appel du roi démon. C'était une armée de morts-vivants. Choqué qu'il cachait encore un pouvoir si puissant, Ben met son masque pour se battre. Elle appelle la prêtresse qui s'arrête, surprise que la voleuse soit encore en vie. Elle se précipita dans la guerre déchaînée, demandant que l'autorité lui soit conférée. Ainsi, son allié commença une incantation, appelant un être puissant à leur prêter son pouvoir. L'autorité de la lumière jaillit de son crâne et se propagea jusqu'à ses lames. En un clin d'œil, elle perça les forces ennemies et tailla les démons en pièces, continuant à utiliser ses deux épées comme une extension de son corps. Inconscients et stupidement courageux, ils continuèrent à charger. De brillants éclairs de lumière jaillirent, lacérant leur corps et les tranchant sans aucun effort. Ben leur dit de lui laisser le menu fretin et lance un cri retentissant au héros. Il faisait face à son ennemi le plus puissant, la concentration et la puissance parcourant tout son corps. Avec le destin du monde reposant sur ses épaules, il fonça vers le roi qui rétrécit et concentra sa puissance pour affronter l'humain. La terre s'effrita sous leur choc, et malgré la différence de taille, le héros para une attaque et riposta avec plusieurs des siennes. Cependant, son ennemi riposte, ne voulant pas succomber à des attaques aussi faibles. C'était une bataille intense qui rendait l'air palpable. À tel point que l'énergie pure de leurs attaques s'entrechoquait et brisait le sol. Un coup enveloppé dans la lumière d'autorité de la prêtresse s'abattit, et le démon est choqué de voir son bras maniant l'épée proprement sectionnée de son corps. Pointant sa lame vers le souverain, il dit que c'est fini, et qu'il va enfin mettre un terme à son règne de terreur. Cependant, le démon affirme que la fin n'arrive pas. Son bras se régénère instantanément et saisit son ennemi, le soulevant dans les airs. Avec la mort du héros, son règne continuera sans aucune objection. Il prévoyait de s'autodétruire et d'emporter avec lui le dernier espoir de l'humanité. À ce moment-là, une silhouette solitaire apparut dans le ciel avec deux lames de lumière. Ben sourit et demanda ce qu'il faisait. Ils ne réagissent pas au début, et elle tranche simplement le bras du démon pour sauver son camarade. Puisqu'il était si déterminé à mourir, elle lui dit de manière maniaque de la laisser le rejoindre dans l'au-delà. Le pouvoir du roi démon éclata, et c'est comme si le temps s'était arrêté lorsqu'il fit effet. Telle une goutte d'eau tombant, un pilier noir énorme et sinistre plongea du ciel, dominant toute la contrée. Il regarde seulement, confus, ne sachant pas ce que cela pourrait être. À ce moment, la poussière retombe pour révéler une silhouette solitaire debout. C'était la voleuse, et ils l'appelèrent joyeusement, pensant qu'elle avait survécu à l'attaque. Cependant, il y avait un trou béant et manifestement mortel dans son corps. Le roi démon se dépêcha d'assister à l'héritage du pouvoir du trône, mais au final, ce n'était rien de plus qu'une mort insignifiante. Quand il tendit la main pour en finir avec Ben, elle apparut juste devant son visage pour lui donner un coup de pied, assez fort pour faire basculer sa tête en arrière. Elle a survécu à l'attaque et avait une lueur différente dans ses yeux. Serait-ce possible? Cela signifie qu'elle a aussi la qualification pour recevoir le trône d'autorité. Immobilisée par le démon menaçant, elle fait signe aux membres de son groupe. La prêtresse utilise tout ce qu'elle a pour renforcer le héros qui chargea avec son épée sacrée et frappa la tête du roi démon. Avec la lame tueuse de mal, le corps du souverain est fendu en deux et s'écrase au sol, faisant trembler toute la zone sous l'impact. La prêtresse se déplace à travers les débris et essaie de trouver ses camarades. Elle est appelée par le héros, mais en arrivant, elle voit le corps de Ben étendu sur le sol froid et dur. Elle se régénérait. Le démon émergea également, demandant si elle avait reçu la bénédiction malgré l'application hâtive. Sa présence met le héros sur ses gardes, mais il lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après tout, son corps physique s'effondrait déjà après avoir rempli sa fonction, et c'était sans aucun doute une victoire pour l'humanité. Sur ce, la tête du roi tombe au sol. Comme dernier message, il dit que son histoire s'arrête là, mais ajoute de manière sinistre que c'est au tour de Ben. Elle sera forcée de faire d'innombrables choix et plongera dans un profond désespoir. Même si elle est écrasée par la responsabilité qui pèse sur ses épaules, comme lui, elle ne peut que prier et continuer à avancer sans s'arrêter. Peut-être que son voyage aura une fin différente. Différente de ceux qui étaient vides et de ceux qui étaient stupides. Tendant la main vers le ciel, le corps du roi démon s'effrita finalement en poussière,
permettant au soleil de briller à nouveau. Un nouveau jour s'est levé sur l'humanité. Le combat pour le destin du monde s'est terminé ainsi. Plus tard, le groupe du héros a traversé les rues, se prélassant dans les célébrations de leur victoire. Les gens de la capitale ont acclamé, et après cela, le temps a filé à toute allure. Le sorcier a été attrapé par le directeur de l'académie et a été forcé de retourner à l'école. L'elfe entreprit un voyage solitaire pour retourner dans sa patrie. La prêtresse a fait ses derniers adieux et a de nouveau quitté le monde séculier. Quant au héros, il a coiffé la couronne de l'empereur et est également retourné à sa place d'origine. La fausse lumière s'est estompée et la vie a respiré sous le soleil comme si rien de mal ne s'était produit. C'est ainsi que la peur a quitté leur vie quotidienne, et l'ère de la paix a continué pendant longtemps. 150 ans plus tard, Ben continuait également sa route, bien que sous une forme bien plus décharnée. Vu son âge, elle n'était plus que des os et des vêtements. Les montagnes autour d'elle se sont effondrées, et les plaines sont devenues des déserts. La seule chose qui n'a pas changé, ce sont les étoiles dans le ciel. Alors qu'elle dit cela, une étoile filante brillante traverse le ciel, lui donnant tort. Elle a été maudite par l'immortalité, présentée comme une bénédiction par le roi démon qui la lui a accordée avant de périr. Dans quel but en a-t-elle besoin? Si elle ne peut même pas disparaître et doit simplement exister, quel sens y a-t-il à la vie? Si elle doit être seule pour toujours, alors que doit-elle faire? Alors qu'une autre étoile filait, une voix inconnue et claire retentit, surprise à la fois par l'étoile et le squelette. Une enfant nommée Joanne l'approcha, et 150 ans après le combat contre le roi démon, le temps qui s'était arrêté recommença à s'écouler. Sur la montagne derrière le village de Changtap et aux abords de l'Empire, une enfant innocente aux yeux brillants approcha Ben malgré son apparence de morte vivante. Elle se demandait ce qu'un enfant faisait là si tard dans la nuit, mais avant qu'elle ne puisse comprendre, Joanne lui pinça les pommettes comme si elles étaient pleines de chair. Confirmant que c'était un squelette qui parle, elle s'exclama avec excitation et commença à tirer sur le crâne sans la moindre trace de peur. Ses mains sont finalement retirées après un moment. Il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont perdus dans les bois, mais elle est la première à la toucher comme ça. Ne lui a-t-on pas appris à s'enfuir quand elle voit quelque chose qui n'est pas humain? Joanne soutient qu'on lui a appris à ne pas juger sur l'apparence. La vieille voleuse devenait émotive après une longue période, pour être interrompue par une inconnue. Toujours curieuse, la fille l'interroge sur son identité, remarquant particulièrement son épée étrange. Ben dit qu'elle est une messagère impériale et qu'elle protège maintenant la montagne avec l'épée maudite. Rien qu'à son titre, il est clair que c'est une personne très forte. Ce n'est pas un travail que n'importe qui peut faire, et on lui confie les messages de l'empereur. Plus que la maîtrise de l'épée, elle a aussi besoin de magie de haut niveau comme la nécromancie. En regardant l'écureuil mort-vivant danser sur son ordre, Joanne fut très impressionnée. Cela dit, elle demande au squelette de la prendre comme disciple. Ben ne put s'empêcher de rire, car elle commençait tout juste à s'ennuyer de sa routine quotidienne répétitive. Cependant, elle refuse soudainement, disant que c'est trop d'ennui. Cela lui vaut quelques tapes sur la tête alors que la gamine la traite d'avare et essaie de la faire changer Davis. En la regardant bouder, Ben insiste catégoriquement sur le fait qu'elle n'est le maître de personne. Sur ce, elle continue sa journée et paresse, allongée calmement à l'ombre d'un arbre. Le calme ne dure pas aussi longtemps que d'habitude, car il y a maintenant un enfant qui court et saute par-dessus son corps au repos. Elle agite une branche et refuse de partir, du moins jusqu'à ce qu'on lui enseigne l'art de l'épée. Ben veut éviter d'inquiéter ses parents et d'être prise pour un squelette kidnappeur, mais la fille assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ça. Après tout, leur maison a brûlé avec ses parents qui sont morts à l'intérieur. Avant de mourir, sa mère lui a dit d'être forte et d'apprendre à survivre seule, alors elle a l'intention de le faire. Posant sa future épée sur ses épaules et arborant un sourire confiant, Joanne dit qu'elle doit comprendre d'où elle vient. Ben ne pouvait s'empêcher de se voir, plus jeune, dans cet enfant. Soupirant de résignation, elle accepte de la prendre sous son aile et de lui enseigner le maniement de l'épée. Après tout, il ne sied pas à une femme forte de continuer à refuser la demande d'un enfant. Cela fait crier et sauter de joie la jeune fille. Pendant ce temps, la vieille guerrière déplore la terrible épreuve qu'a subit le peuple de l'empereur. Elle va apprendre à l'enfant à se débrouiller seul en guise d'expiation pour ne pas avoir transmis le message du souverain. L'entraînement a commencé et bien qu'il ait été aussi intense qu'on puisse l'imaginer, il y avait aussi des moments de calme et de repos. Les morts vivants furent réveillés des profondeurs et invoqués comme partenaires d'entraînement pour l'enfant qui s'en sortit étonnamment bien et montra un grand potentiel. Peu à peu, les deux guerrières ont tissé un lien fort, partageant même des moments ridicules et joyeux en chemin. Comme une enfant blottie dans la chaleur de ses parents, Joanne s'est progressivement appuyée sur l'épaule de Ben. Ses compétences se sont vite affinées, et sa maîtrise de l'épée a finalement atteint un point où elle pouvait égaler son maître en combat d'entraînement, même avec une main attachée dans le dos. Malgré le duel intense, des sourires joyeux semblaient presque gravés sur leur visage. Le temps passa et 11 ans plus tard, Ben appela sa disciple, disant qu'il était temps de préparer le repas. Pendant ce temps, Joanne était devenue une guerrière forte et belle qui n'avait que du respect pour son maître. En préparant leur dîner, elle dit qu'elle a quelque chose de sérieux dont elle aimerait parler. Il était évident qu'elle essayait soudainement de créer une ambiance.
Elle commence à parler du village où elle vivait autrefois. Tous les citoyens sont apparemment partis à cause d'une vague de monstres et même l'Empire l'a abandonnée à son sort. Tous ceux qu'elle connaît ont déjà perdu espoir. D'un autre côté, elle est devenue forte grâce à toutes les années où elles se sont entraînées ensemble. Ben ne la laisse même pas finir et lui demande si elle a l'intention de devenir une héroïne. Elle peut pratiquement lire dans les pensées de la fille après lui avoir enseigné pendant plus d'une décennie. Son ami était pareil, disant qu'il voulait devenir un héros. Et quand ceux qui l'entouraient riaient, il soutenait qu'on n'a pas besoin de qualifications pour sauver les gens. En tant qu'unique successeur de la chasse de style nordique, Ben maintient la tradition et présente à sa disciple une dague, espérant qu'elle ne la tirera qu'avec de bonnes intentions dans son cœur. On lui dit d'aller sauver le monde et de revenir, Johan accepte l'arme et la promesse qui l'accompagne. Pendant ce temps, son maître sera toujours là, attendant le retour de son enfant qui lui a dit au revoir de la main. Elle se demande combien d'années cela prendra, 5, peut-être 10. Cela prendra sûrement beaucoup de temps, mais elle doit juste protéger son poste jusqu'à ce que ce jour arrive. Après tout, elle est certaine que l'enfant tiendra sa promesse et reviendra après avoir sauvé le monde. La seule chose qui reste à faire est d'attendre. Ce fut un temps très court, une brève connexion, une rencontre passée. Ben était de nouveau seul, mais contrairement au passé, l'attente n'était pas si effrayante. Un jour, une voix familière l'appela, demandant au maître si elle s'était aussi perdue. Sans même sourciller, elle répète qu'elle n'est pas un maître. Elle est sur le point de dire quelque chose mais s'arrête, choquée, en voyant sa disciple couverte de blessures graves. Le professeur était abasourdi. Malgré son état, Johan sourit à leur retrouvaille tant attendue. Elle avait aussi perdu une jambe assez récemment. L'héroïne rit bruyamment, disant que c'était une aventure vraiment merveilleuse. L'Empire était plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé et il y avait d'innombrables choses à voir. Racontant comment elle a aidé les gens avec ce qu'on lui a enseigné, sa respiration commença à devenir saccadée, mais elle ajoute que l'empereur a ordonné son assassinat. Ben étreignit le corps affaibli de son enfant et, sentant qu'elle peut enfin se reposer, Johan s'adoucit et dit qu'elle a un peu le vertige. Elle enroule ses bras autour de son maître et lui demande si elle a pleuré pendant son absence. La serrant fort, elle ne désire rien de plus que de rattraper le temps perdu, mais sa prise finit par se desserrer et sa main tomba inerte sur le sol. L'être immortel, après avoir vécu un siècle seul, était maintenant rempli d'un chagrin inimaginable une fois de plus. Des soldats impériaux marchaient au pied de la montagne et cherchaient Johan, qui avait refusé de mourir paisiblement de leurs mains et les avait fait venir là. Voyant une silhouette parmi les arbres, ils la prennent pour un civil et lui disent de partir. Cependant, Ben était déjà en train de déballer l'épée qui avait été scellée pendant des années. Son aura monstrueuse émane alors qu'elle demande s'ils croient toujours qu'ils sont sur une montagne. L'épée du nécromancien vrombissait de puissance, et les morts-vivants commencèrent soudain à se relever, s'agrippant aux jambes des soldats. Ils se traînèrent hors du sol par foule et par horde, tuant chaque homme qu'ils voyaient. Il y a 120 ans, alors qu'elle voyageait en tant que messagère, Ben y a trouvé des restes de l'armée du roi démon. Elle leur a arraché les entrailles, écrasé la tête et découpé les cadavres. Les corps se sont entassés pour devenir de la terre, et bientôt, une forêt a poussé, faisant de cet endroit ce qu'il est aujourd'hui. Inquiète que d'autres nécromanciens en fassent un mauvais usage, elle est restée pour le garder depuis, mais ce n'est plus nécessaire. Le chef des chevaliers riposte et dit à ses hommes d'obtenir des informations. Il sait que le nombre de morts vivants qu'un seul nécromancien peut invoquer est limité. Ainsi, son plan est d'attendre que l'endurance de l'ennemi s'épuise. Cependant, le mur d'ennemis montre clairement que ce ne sera pas le cas. Les cris désespérés de ces hommes résonnaient à ses oreilles. Pour aggraver les choses, leurs cadavres se sont retournés contre lui. Se demandant qui pourrait être capable d'une nécromancie qui crée une armée de morts vivants, le capitaine des chevaliers perd la tête à cause de l'un de ses propres hommes. Il demande qui elle est. Ben est la bouche de l'empereur, la voix de l'Empire. Elle lève au salam puis l'enfonce profondément dans la montagne de cadavres déchiquetés, lui ordonnant de se dresser. S'adressant au peuple de l'Empire, elle leur dit d'écouter les paroles de la messagère. Dans le village le plus proche, les citoyens sont choqués de voir les bois s'agiter et bouger comme s'il avait une vie propre. Si l'Empire devait s'écarter de la volonté de son fondateur, le vieil empereur accorda aux nobles et aux sujets le droit de le remettre sur la bonne voie. La terre et les arbres s'effondrent alors que les cadavres de démons sur lesquels ils étaient construits se lèvent, tous armés et suivant l'ordre de leur seul vrai souverain. Ben se tenait au-dessus d'eux, portant la volonté de son ancien seigneur et prête à mettre ses paroles à exécution. Brûlant le drapeau du nouvel empire, elle avance pour faire payer sa patrie pour ses crimes. Un homme courut aussi vite qu'il le pouvait et respira de soulagement en atteignant finalement le village. Il voit d'autres soldats et pense avoir survécu, mais sa vision devient soudainement rouge. Sa tête est arrachée par les morts-vivants qui chargent pour affronter les chevaliers de la garnison. Il rapporte la situation et appelle toutes les escouades en attente à se rassembler. Un autre capitaine tombe victime d'un ennemi qui le maintient immobile. Soudain, une petite masse de chair explose, engloutissant une grande partie du village dans les flammes. Ce sont des bombes de morts-vivants lancées par un être volant depuis le ciel. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils n'affrontaient pas un nécromancien ordinaire. Une armée entière fonçait sur eux.
Et alors que tout espoir semblait perdu, un homme seul ordonna à tout le monde de reculer. Soma se tenait fermement, agrippant sa grande épée et se préparant à frapper. Avec sa technique unique, il balance son épée pour trancher une ligne entière de l'armée. La guerrière surpuissante marchait à travers les cadavres des victimes tombées. Le chevalier officiel de l'Empire se demande quelle nécromancienne est assez forte pour invoquer une armée. Il repère sa prochaine cible, un énorme démon qui traverse le village. Pour être plus précis, c'est le petit être debout sur ses mains gigantesques, la nécromancienne. Une nécromancienne solitaire commandait une armée entière de morts-vivants. Pour une jeteuse de sorts qui devrait se cacher derrière ces hommes, apparaître en première ligne est insensé. Soma vise et utilise une technique spéciale pour trancher les jambes de la horde. Il tombe au sol et même les cuisses de Ben sont touchées par l'attaque. La technique du croc de loup atteint ses cibles et leur tranche les jambes. En étudiant le coup qui attaque depuis un angle impossible, elle se souvient qu'il manquait une jambe à sa disciple lorsqu'elles se sont vues. Son aura s'assombrit en réalisant qu'elle a peut-être trouvé le meurtrier de Johan. Laissant son sbire s'écraser dans le village, elle fonça vers sa nouvelle proie. Soma empoigne sa lame et se prépare à se défendre. Mais dès que leurs lames s'entrechoquent, elle déchire la terre sous la force brute du coup de Ben. Étonnamment, il le bloque, bien qu'il y parvienne de justesse. Y mettant plus de force, il dévie sa lame et la plante dans le sol. Un tour rapide redresse sa posture et lui permet de frapper à nouveau, mais elle se baisse pour esquiver et contre-attaque à ses jambes. C'est brisé en un seul coup. Cependant, le barrage n'est pas encore terminé, et cette fois-ci, elle lui donne un coup de poing au visage. Son corps cloué au sol, elle déchaîne une série de coups sur le corps de son adversaire, sans se soucier qu'il lève les bras pour se protéger. Alors qu'elle s'apprête à utiliser sa lame pour l'achever, Soma la distrait d'un coup de pied, puis se propulse pour donner un coup de tête au squelette. Son crâne se fissure presque sous la force de l'impact et elle fait une acrobatie arrière pour esquiver le coup suivant. Il reconnaît à quel point c'est un monstre. La dernière fois qu'il a été poussé à ce point, c'était dans un combat contre les 4 chevaliers. Quand il lui demande ce qu'elle est, Ben se qualifie de revenante. L'humain sait qu'il doit gagner du temps, alors il décide de la provoquer un peu plus. Il se moque d'elle et lui demande pour qui elle pourrait bien se venger. Ils ont tué tellement de gens qu'il leur est impossible de se souvenir de chacun d'eux. Comme le capitaine avant lui, Soma compte sur le fait que la nécromancie consomme énormément d'endurance. Il croit bêtement pouvoir gagner en faisant traîner les choses, mais la main de Ben s'avance soudainement pour lui saisir le visage. Bien qu'il lève son arme pour tenter de riposter, la lame de Ben lui transperce le poignet pour l'arrêter. Pendant qu'il hurle de douleur, elle lui demande pourquoi il est si fier de tuer des gens. Ils ont tant fait et tué tant de gens pour finir par piétiner des citoyens. Pour leur pouvoir sans valeur, même son enfant, l'héroïne, a dû mourir bien qu'elle ait sauvé tant de vies. Remplie d'une rage pure, elle enfonce ses doigts profondément dans les orifices de son visage. Selma riposte désespérément et essaie de balancer son bras empalé, mais il est violemment repoussé d'un coup de pied comme un simple insecte. Il est projeté contre un mur dur. Néanmoins, l'humain reproche à la nécromancienne de se plaindre sans cesse, jugeant la mort de Johan nécessaire. Il insiste sur le fait que c'est pour le plus grand bien de l'Empire. C'était purement ridicule, et Ben était prêt à le tuer en guise de punition. Étrangement confiant, Soma dit que cela n'arrivera pas, du moins pas aujourd'hui. Une vive lumière bleue jaillit vers le ciel, prenant la nécromancienne par surprise. Malheureusement, cela ne s'est pas arrêté là et plusieurs autres faisceaux sont apparus. Dans une contrée lointaine dans les montagnes, des mages activaient des barrières de mana, puisant leur pouvoir de prisonnier en cage. La mission de l'épéiste est accomplie et il a réussi à gagner assez de temps pour que les autres déploient la barrière anti-mort vivant. Une aura brillante a jailli et s'est propagée depuis les montagnes, atteignant bientôt le village. Dès qu'elle a frappé les âmes invoquées, les morts vivants ont commencé à être vaporisés juste devant les chevaliers, qui ont alors acclamé en retrouvant un peu d'espoir. L'armée de morts vivants a été anéantie. Le générateur de barrières a été conçu par le mage du groupe du héros, salué comme le plus puissant de l'histoire. Ben était bien consciente de sa puissance. Après tout, elle appartenait à ce même groupe et était amie avec le Créateur. Les armées déchues n'ont pas d'importance, car elle peut en créer une autre avec les âmes de leurs innombrables victimes. Les citoyens qui ont été exploités jusqu'à présent se joindront à elle pour sa vengeance. Avec eux, la nécromancienne renégate mènera l'Empire à sa perte. Le groupe du héros détestait la guerre. C'étaient des jours où ils étaient forcés de faire ce qu'ils ne voulaient pas et prenaient la vie pour acquise. Ben pensait que ces jours étaient révolus quand ils ont gagné et que le héros est devenu roi. Cependant, leurs espoirs et leurs rêves se sont brisés, et tout ce pourquoi ils avaient travaillé n'a servi à rien. Elle en est venue à se demander pourquoi ils se sont battus et pourquoi toutes ces vies ont dû être prises. Rien de tout cela n'était plus clair, et elle a tellement avancé dans la vie qu'elle ne peut plus le demander à ses anciens amis. Dans quel état d'esprit son ancien moi est-il allé sur le champ de bataille? Son esprit était rempli d'innombrables questions, et maintenant, toute seule, elle avait du mal à trouver un endroit où aller. Environ 4 jours après l'incident de l'extermination du héros, Ben atteignit le village des aventuriers du Nord. Elle brandit une petite carte, disant qu'elle s'était perdue en chemin vers la chaîne de montagnes voisines. Dans une pièce silencieuse,
elle demande si quelqu'un pourrait lui indiquer le chemin. Un homme, Jacob, lui dit qu'elle est à la guilde, pas à un centre d'information de quartier. La vagabonde en est bien consciente et insiste sur le fait qu'elle partira tranquillement s'il se contente de lui répondre. Un homme se lève, prêt à se battre avec l'intruse effrontée, mais il est arrêté par le capitaine, intrigué. Il note que pour une simple voyageuse égarée, elle sent trop le combat. Cela lui fait penser à une sombre rumeur qui circule depuis peu. Dans un village au-delà de la chaîne de montagnes, une nécromancienne solitaire a massacré une armée de chevaliers. Maintenant, il a une idée de qui cela pourrait être. Il lance une dague au visage de Ben avant même de pouvoir lui demander si elle est la nécromancienne de la rumeur. Malgré l'attaque inattendue et rapide, elle a attrapé la lame avec seulement 2 doigts. Malheureusement, cette attaque non provoquée l'agace, alors elle décide qu'il devrait voir à qui il cherche querelle. Elle brise la table de pure colère, en voyant des morceaux de bois voler sur ces sales gosses mal polis. Étonnamment, juste sous le plancher se trouvait un assassin caché, maintenant attrapé et tué. Puisque l'attaque surprise a échoué, ils n'ont d'autre choix que de passer à une attaque frontale. Elle a pourtant bien précisé qu'elle voulait juste son chemin. À partir de maintenant, tout ce qui leur arrivera sera de leur faute. Un homme stupide a bondi, une lame à la main, pensant qu'il pouvait affronter la renégate. Son coup puissant mais ample est esquivé sans le moindre effort. En contre-attaquant, Ben lui brise le corps de plusieurs coups de poing en un clin d'œil. Un dernier coup atteint son visage et enfonce sa tête dans le sol. Bien qu'il ait vu son camarade se faire démolir, l'homme suivant tente sa chance et bombarde son ennemi de multiples coups de lance. Elle parvient néanmoins à s'approcher facilement, le désarmant avant même qu'il ne puisse réaliser ce qui s'est passé. Sa main est sur son col, et l'homme se retrouve soudainement projeté contre le plancher en bois. La bataille contre s'est terminée en quelques secondes, mais il restait encore quelques ennemis. Quelques aventuriers en robe tournaient autour d'elle, des dagues à la main. Alors qu'ils se jettent pour planter leur lame dans la cible, le métal ne fait que résonner tandis que Ben saute pour esquiver. Une fois de plus, leurs têtes sont fracassées contre le sol dur. Jacob n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Pour ne rien arranger, la puissante ennemie avait soudainement disparu. Elle apparaît derrière lui et il prouve qu'il est digne de son titre en réagissant à temps. Ces 2 lames sont sorties et tournoient sans fin, représentant une menace réelle pour la nécromancienne. Elle y va doucement et observe chacun de ses mouvements et de ses respirations. La feinte de la droite est correctement lui esquivée, et même la vraie attaque, cachée et prête à frapper, était claire à ses yeux. Un coup de taille est évité alors qu'elle s'accroche à son bras et contre-attaque en lui donnant un coup de pied en plein visage. La force massive de cette petite jambe l'envoie s'écraser contre le mur, et les spectateurs regardent avec incrédulité, incapables d'accepter que le capitaine ait été vaincu en un seul coup. Elle se tenait là, tel un présage de mort, et scrutait la foule à la recherche de son prochain adversaire. Alors qu'elle venait de poser les yeux sur quelqu'un, une voix ferme met fin à l'agitation. Un homme descendit de l'étage, lui demandant poliment d'arrêter et disant qu'il peut lui donner ce qu'elle veut. Les aventuriers regardaient, surpris, ne s'attendant pas à ce que le maître de guilde, Thor, vienne l'accueillir en personne. Avec un sourire résigné, il lui demanda de passer dans une autre pièce pour parler, alors ils se dirigèrent vers le bureau du maître de guilde. L'histoire du squelette qui surprend les aventuriers dans les montagnes est une qu'ils connaissent bien. Ils ont envoyé des groupes plusieurs fois pour le confirmer, mais tous sont revenus les mains vides. Maintenant qu'ils confirment la vérité, ils ne pouvaient s'empêcher de rire de la situation. Pendant qu'ils fredonnent de plaisir, Ben brise la table, disant qu'elle n'est pas vraiment dans une situation détendue. S'il veut quelque chose d'elle, alors il n'a qu'à le cracher tout de suite. Ne voulant pas la provoquer, il passe à sa simple requête. Comme elle peut le voir, la guilde appartient à l'Empire, mais elle est négligée depuis longtemps. Les villageois quittent leur foyer pour survivre, et ceux qui restent acceptent des requêtes dangereuses pour gagner de l'argent. En d'autres termes, les gens ici ne font qu'attendre le jour de leur mort. Elle est irritée par ses plaintes et dit qu'il aurait dû résister s'il voulait vivre. Après tout, rien n'arrive si rien n'est fait. Le maître de guilde rétorque que ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait, mais qu'ils ne le pouvaient pas. Ceux qui sont abandonnés sont livrés à eux-mêmes, et il y en a beaucoup comme eux. Elle suggère de former une ligue de guildes et de combattre l'Empire ensemble, mais une chose dite si simplement équivaut à leur déclarer la guerre. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu seulement avec du courage. Ne voulant pas que les masses meurent, ils ont attendu que quelqu'un les sauve. Ils se sont accrochés pour survivre, espérant désespérément que l'espoir arrive. Finalement, elle est apparue, l'héroïne Johanne. Sa chaleur les a sauvés du désespoir et leur a redonné espoir. C'était vain, bien sûr. Ils se sont demandé où les choses avaient mal tourné. Mais en la rencontrant aujourd'hui, Thor a réalisé que ce qui leur manquait était la haine pure. Une haine suffisante pour tout jeter et tuer, même si cela signifie être tué. Après tout, c'est ça la guerre. Ceci dit, il est venu avec une requête. Il fournira 2 aventuriers dès maintenant, et à l'avenir, rassemblera tous ceux qui l'ont pour la soutenir. Peu importe qu'elle soit un démon vengeur, un diable, ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce qu'il demande, c'est qu'elle les laisse se joindre à sa guerre. Après un moment de silence, elle se calme et s'excuse d'avoir saccagé le bâtiment,
ajoutant qu'elle est aussi en partie responsable de la négligence de la guilde. Cela fait 150 ans qu'elle n'a pas accepté de requête, alors elle jette simplement une plaque d'aventurier rouge sur la table. Le maître de guilde est stupéfait par ce qu'il voit. C'était une plaque de rang rubis, délivrée uniquement aux plus puissants guerriers de l'époque de la Grande Guerre. Quand on lui demande qui elle est exactement, Ben se lève simplement de son siège et élude la question, se qualifiant d'hideux fantôme du passé. La première chose à faire est d'aller à un endroit où la neige ne s'arrête jamais. Elle doit s'aventurer dans la chaîne de montagnes du Nord. Le pire dans tout ça, c'est qu'à en juger par la carte, son voyage sera long et ardu. En marchant sur le terrain enneigé, Ben se demande combien de jours se sont écoulés. Cela fait 5 jours qu'ils sont partis et qu'ils se déplacent secrètement le long des montagnes. Ils sont assez rapides pour leur mode de déplacement et doivent l'être pour éviter de rencontrer les troupes impériales. Cela dit, elle se demande pourquoi il y a un camp impérial devant eux alors qu'il avance si vite. Ce n'est probablement pas une patrouille de recherche qui les poursuit, mais des survivants du village qui se rassemblent pour retourner à la capitale. Le plan était probablement de longer la chaîne de montagnes, mais ils se sont retrouvés isolés sans équipement. Ben demande à la guide ce qu'il y a sur le chemin inférieur, mais elle répond simplement Muren. C'est son nom, et le rouquin allongé est Harry, ce dont elle devrait se souvenir. Il y a des maisons plus bas, et ils vont sûrement les attaquer en chemin pour se réapprovisionner. Après tout, il est courant que ces sales chevaliers impériaux pillent les maisons des particuliers. C'est comme ça depuis que l'empereur actuel est monté sur le trône. En entendant cela, Ben décide de tous les tuer, une déclaration audacieuse qui stupéfie ses 2 compagnons. Avant qu'il ait pu confirmer ce qu'elle venait de dire, la renégate avait déjà disparu de sa place, les laissant tous 2 bouche bée de choc. Le sol s'effrite et se brise sous ses pieds à l'atterrissage. La neige les empêche d'abord de voir ce qui se passe, mais l'intruse déclare sans détour qu'elle était bien en train d'attaquer. Les guides se demandent si elle cherche vraiment à mourir. Pendant ce temps, les autres chevaliers ripostaient à l'ennemi et la regardaient tuer leurs camarades. Ils ont chargé bien qu'ils l'aient reconnue comme la nécromancienne du récent massacre. Ces coups sont portés en un instant et sont si rapides que les corps des soldats mettent un moment à enregistrer les entailles. Leurs membres et leurs corps sont séparés les uns des autres. Une capitaine ordonne à ses hommes d'encercler et de ne pas se rendre, car l'ennemi n'est qu'une seule personne. Cependant, elle est rapidement réduite au silence par une lame qui lui arrache la tête. Notant qu'elle n'avait compté qu'une seule personne, Ben lui demande si ses yeux ne sont que de la décoration, incapable de voir le mur infini de morts vivants qui se cache derrière elle. Avançant avec sa sombre armée, elle chevaucha pour vaincre ses adversaires. Comme le pensait Harry, les compétences qu'elle a montrées à la guilde n'étaient pas toute sa puissance. Les morts vivants rugirent en bondissant sur leurs ennemis, les étranglant et les maintenant au sol jusqu'à ce que leur maîtresse vienne mettre fin à leur jour. Sans la moindre hésitation ni pitié, le fantôme du village de Changtab découpe aussi bien ses ennemis que ses sujets. Comme c'était presque terminé, les 2 guides décidèrent de rejoindre leur chef. C'était un massacre si unilatéral que Ben la chasse à l'âme et laissa son armée terminer la bataille seule. Comme prévu, les morts vivants déchiquetèrent les vivants sans aucune aide. Un homme réussit à passer et charge bêtement la nécromancienne. La longue lame tranche la tête de son cheval mais manque la cible principale. Dans le même mouvement que son esquive, elle décoche un coup de pied rapide mais puissant directement à sa tête. Un petit pendentif brille devant ses yeux, sortant de l'armure qui a été déchiquetée par son coup de pied. On lui en a donné un similaire en guise d'excuse il y a quelques jours à peine. Il lui a été donné par Jacob, qui dit qu'il ne pouvait s'empêcher d'être méfiant, surtout dans son cas. Le charme souhaite un retour sain et sauf à l'aventurier et a été offert à l'origine par sa fille. Acceptant avec gratitude, elle lui demande de remercier l'enfant de sa part, mais cela va être difficile car elle a été tuée par l'armée impériale il y a quelques années. Ben s'excuse pour ses paroles imprudentes, mais tout le monde là-bas est comme lui. Ils acceptent tous leurs cicatrices et maudissent l'Empire, n'avançant qu'avec l'idée de vengeance. Se considérant à tort comme un grand frère, il lui conseille de ne pas gâcher sa vie comme ils l'ont fait, ajoutant que quelqu'un doit l'attendre elle aussi. Se souvenant qu'il lui avait dit de ne pas aller trop loin, elle hésite et arrête de blesser le soldat. Cependant, son sujet n'a pas reçu un tel ordre et l'empale avec une lance. Ainsi, l'homme à qui l'on avait dit de rentrer sain et sauf rend son dernier souffle et s'excuse auprès de sa petite fille. Hélas, la cruauté du champ de bataille et de la guerre se manifeste. Le soldat mort-vivant regarde timidement sa maîtresse qui balaie la moitié de son corps d'un seul mouvement rapide. Les guides la félicitent pour son bon travail et proposent de s'occuper du nettoyage pendant qu'elle fait une pause. Ben ne bouge pas et ne répond pas. Il la trouve étrange car elle refuse de transformer les cadavres en morts-vivants et veut qu'ils soient tous incinérés. Faisant exactement cela, la nécromancienne se tenait en silence devant un tas de corps en feu. Les guides ne savent pas pour qui elle fait cela mais ne peuvent s'empêcher de remarquer l'expression triste sur son visage. Alors que les flammes faisaient rage, une voix familière parle, lui rappelant son avertissement que ce serait son tour. Elle sera forcée de faire d'innombrables choix et plongera dans un désespoir sans fin. Il y a d'autres malédictions à prononcer, mais Ben le fait taire. Puisque le roi démon était déjà dans l'au-delà, il devrait simplement se taire. Ricanant de son agacement, il lui demande si elle se considère en vie malgré son état.
Elle peut lutter pour défier le destin, mais à la toute fin, un désespoir que même lui ne connaît pas l'attendra pour l'accueillir. Elle peut fuir et essayer de prendre le contrôle de son destin avec toutes ses compétences. Un royaume brûle, englouti par les flammes tandis que ses murs s'effondrent sous l'invasion. Au-dessus, Frey fredonnait et se délectait des délicieux cris de terreur. Elle aimait l'odeur du brûlé. Un chevalier l'interpella, disant que les hommes voulaient jouer avec la tête de la princesse. Malheureusement, elle n'était pas d'humeur et était trop déçue par les faibles combattants du royaume. La conquérante aspire à ce que quelqu'un cherche des noix à l'Empire, mais un tel fou n'existe pas. C'est alors que la voix forte d'un messager l'appela soudainement. L'empereur ordonne aux chevaliers de la guerre de soumettre la nécromancienne et son armée de morts vivants. Elle sourit avec satisfaction, heureuse que le fou dont il parlait soit apparu aussitôt. Jetant la couronne du roi à terre, elle rassemble ses troupes car il était temps de jouer à nouveau. Sans plus attendre, il se dirige droit vers la guerre. Les deux aventuriers marchaient dans l'épaisse neige, Ben les suivant de près. C'était si calme. Ils marchaient depuis 2 semaines, mais la nécromancienne n'avait pas dit un seul mot. On dirait un cadavre, ce qui n'est pas tout à fait faux. Poussés par la curiosité, ils se demandent comment sa tête flotte et se souviennent que Thor a dit qu'elle était probablement liée à l'héroïne morte il y a peu. Après tout, l'endroit où Johan a passé son enfance s'appelle aussi le village de Changtan. Le moment où elle a été poursuivie par des chevaliers et s'est enfuie coïncide avec l'incite de l'armée de morts-vivants. Enfin, la posture de combat que Ben a prise plus tôt était étrangement identique à celle de la guerrière. Dire qu'elle était une mauvaise personne était inexact, car elle était probablement aussi désespérée qu'eux. Objectif personnel mis à part, il ne pouvait la considérer ni comme leur allié, ni comme leur ennemi, et la seule chose dont il est sûr, c'est qu'elle sera la clé pour faire tomber l'Empire. Comme les deux aventuriers étaient du Nord, il leur a demandé de lui montrer le chemin. Harry craignait qu'une personne si imprévisible soit dangereuse, mais Thor leur a dit de ne pas avoir peur et qu'il avait un bon pressentiment. L'aventurier ne peut s'empêcher de douter de cette assurance, d'autant plus que la nécromancienne morte vivante fixe une certaine direction. C'est le village de Chantan, où elle décide de s'arrêter un moment. Il y a des années, Johan a transformé un simple sac en papier en masque en y découpant des trous pour les yeux et en le mettant sur la tête de son maître. Avec son approbation, elles sont allées au pub du village sans aucune inquiétude. Elle a immédiatement commandé quelques verres en entrant, ce que l'aubergiste, Sacha, s'est empressé de faire. Ensemble, les trois ont passé un merveilleux moment à discuter, et Johan a vite encouragé sa Ben à jouer au jeu de bar avec les autres personnes présentes. Comme on pouvait s'y attendre, un simple jeu de fléchettes n'est rien pour elle, mais ses succès répétés remplissent l'établissement de cris d'enthousiasme. C'était un bon moment, et avec un sac en papier sur la tête, tout le monde traitait le squelette normalement. Seulement quelques années ont passé, mais l'auberge lumineuse et animée n'était plus que l'ombre lugubre d'elle-même. Le sol et les murs pourrissaient, et le silence entourait Ben alors qu'elle était assise au comptoir du bar. Alors qu'elle se lamentait sur ce qui avait été perdu, une chope pleine fut servie avec un bruit sourd. Une voix familière s'excuse, disant que l'auberge a fermé il y a longtemps et qu'il est trop tard pour se remémorer le passé. Sacha était là, souriante, et lui demanda pourquoi elle ne portait plus le sac à pain sur le visage. Elle était plus âgée, bien sûr, mais son apparence avait à peine changé, se demandant comment elle avait su que c'était elle. Johan racontait souvent à l'aubergiste des histoires sur son maître incroyable et bienveillant. On ne parlait pas beaucoup du fait qu'elle était un squelette, mais l'alcool dans son verre était un torboyau nommé Dione, signifiant nouveau départ. C'est aussi la boisson que Johan a laissée en partant pour suivre son rêve de devenir une héroïne. La disciple avait dit qu'elle boirait au voyage qu'elle ferait avec elle un jour. Et comme tous les aventuriers se souhaitent un bon voyage, il est devenu coutume de boire du Dione ensemble. Cela dit, ça fait longtemps qu'une bouteille n'a pas été vendue. Après tout, il n'y a plus d'aventuriers dans le village. Le pays est déjà en ruine, alors Sacha comprend pourquoi Ben était consumé par la rage, mais essaie de la décourager de faire ce qu'elle a prévu. Il est peut-être possible de venger les gens de l'Empire, mais veut-elle vraiment devenir le monstre nécessaire pour y parvenir? Johan n'aurait pas voulu ça, et l'enfant aurait voulu qu'elle soit un peu plus joyeuse. Quelques objets sont placés devant elle, et leur simple vue rappelle à Ben la présence de son élève. L'héroïne les a laissés à Sacha et lui a demandé de les transmettre à son maître. Rassembler des compagnons et sauver des gens, c'est comme un conte de fées où l'on terrasse le mal. On dit qu'il y a longtemps, les aventuriers du Rubis Rouge ont vécu cela. Johan avait espéré vivre un jour une aventure de conte de fées comme celle-là avec elle. Les mots résonnent dans sa tête, et Ben tend la main pour prendre la chope des nouveaux départs que son enfant a laissés. La vengeance aveugle même les sages qui errent dans le brouillard, et entravée par la fureur, elle répétait les mêmes erreurs. Ben est censé être le professeur, mais elle apprenait encore à ce moment-là. Cela dit, elle dit à l'enfant de placer son cœur sur ses épaules. La remerciant et regardant le squelette se détourner, Sacha lui demande ce qu'elle va faire ensuite. Et si elle prend un nouveau départ, comme sa disciple l'aurait voulu, il était temps de partir maintenant qu'elle avait bu ce verre. Les âmes de son passé voulaient partir avec elle pour vivre non pas une vengeance, mais une aventure dans l'histoire de la messagère squelette. Les deux guides remarquèrent Ben sortir de l'auberge et lui demandèrent si elle avait terminé sa conversation.
Ils vont prendre la route normale à partir de maintenant, ce qui devrait être frisqué pour quelqu'un qui n'a que la peau sur les os. Étonnamment, la meneuse tape sur l'épaule de Muren, les traitant avec amusement de juniors incompétents. Son ambiance a changé tout d'un coup. Et bien que l'ambiance semble avoir changé, Harry ne peut s'empêcher d'être inquiet. L'image de leur maître de guilde lui traverse l'esprit, et il réalise à quel point il est bon juge de caractère. Un peu plus rassuré, il court après la nécromancienne squelette. Actuellement, les aventuriers sont divisés en 10 rangs. Ceux-ci sont basés sur les exploits et, pour simplifier, peuvent être répartis en rangs surhumains, moyens supérieurs et inférieurs. Les requêtes d'un rang supérieur au leur ne peuvent être acceptées, ce qui signifie que les commissions de haut niveau sont chères. Les gens ordinaires ne peuvent dépasser le rang 7, et ceux qui y parviennent sont considérés comme des surhommes. À partir du 8e rang, les aventuriers explorent seuls des régions inconnues ou deviennent des maniaques de la guerre qui repoussent à eux seuls des hordes de monstres. Il est même possible que des généraux d'armée figurent parmi les rangs supérieurs. Pour résumer, ils décapitent un gobelin, disant qu'il faut être de bas niveau pour les tuer. Quant au monstre cyclope gigantesque devant lui, il faut être de rang moyen, ce qui est heureusement le cas de Harry et Muren. Enfin, les 3 démons que Ben vient de tuer avec aisance doivent appartenir au rang supérieur. Il lui demande si elle écoute au moins ce qu'il dit. Lorsqu'on leur demande leur rang, ils répondent qu'ils sont des aventuriers de quartz, ce qui est encore assez élevé. Elle note que le système a changé depuis l'époque où elle était encore active, ajoutant qu'elle était autrefois de rang rubis, si cela existe encore. C'est vieux, mais ça semble définitivement familier à Harry. Muren fait le rapprochement en premier et rit. En entendant parler d'un rang mythique et alors qu'elle mentionne l'armée de morts-vivants, Ben utilise son pouvoir et ressuscite les monstres de haut niveau qu'elle venait de tuer. Il crie de stupeur, mais elle se contente de faire danser les bêtes dangereuses une gigue, épaule contre épaule. Les monstres sont relâchés sur l'insistance de Muren, et elle se moque de Harry, qui a des tripes de puce pour un nordique. Ce moment ridicule mais joyeux rappelle à l'être immortel les moments où elle se sentait vraiment heureuse avec son groupe et avec Johan. On lui demande alors pourquoi elle se dirige vers les montagnes du Nord, qui sont notoirement dangereuses. À leur grande surprise, elle dit qu'elle a une promesse à tenir, des choses à trouver, etc. Le plan initial était de prendre d'assaut l'Empire avec l'armée du roi des monts morts-vivants, mais ils ont été pulvérisés. Ce n'est pas n'importe quelle barrière qui les a tués, mais une barrière spécialement créée par le mage du groupe du héros et dotée d'un pouvoir phénoménal. Cela dit, elle aura besoin de troupes humaines pour renverser l'Empire et devra accomplir l'impossible en faisant des tribus du Nord ses alliés. Si cela peut vraiment être fait, ils deviendront la force la plus puissante du continent. Ben voulait à l'origine la tête de l'empereur, mais sa disciple Len a dissuadé. Pour l'instant, plutôt que de découper les gens en morceaux, son objectif est de reconstruire l'Empire correctement. Réalisant que le sujet pourrait être trop lourd, elle change de sujet. Les deux sont choqués lorsqu'elles devinent qu'ils ont échoué à la grande chasse et se sont enfuis. Comme ils ont encore un long chemin à parcourir, elle promet de leur laisser un peu de répit et leur dit de l'attaquer. Harry lève les bras, étrangement excité à l'idée d'un duel. Puisqu'il se sent un peu courageux, Ben décide de faire un petit jeu. On leur dit de courir et qu'elle leur donnera 10 secondes avant de les poursuivre avec les morts vivants de haut rang. Abasourdi par sa folie, l'aventurier demande de l'aide à son amie, mais elle a déjà disparu. Contrairement à lui, Muren n'hésite pas à prendre de l'avance et s'enfuit à toutes jambes. Le compte à rebours s'écoulait rapidement, et avant qu'il ne s'en rende compte, il était déjà trop tard. Ben était derrière lui, dégageant l'aura d'un démon impitoyable. Le monstre mort-vivant chargea en avant avec un rugissement assourdissant, mais la personne qui le chevauchait avait un sourire satisfait bien que subtil. La petite, l'héroïne et tous les autres ont déjà disparu de ce monde, mais elle allait garder leurs souvenirs dans son cœur. Ben rit de façon maniaque, venant de recevoir le deuxième groupe de disciples naïfs qu'elle n'avait jamais voulu. Ils devraient être reconnaissants car leur maître les entraînera personnellement à ne pas être des parasites de l'humanité. Malgré ses méthodes sévères, elle était déterminée à ne pas se perdre cette fois-ci, à protéger ses enfants et à continuer à vivre en restant elle-même. C'est le seul moyen d'arrêter de se sentir seule. Leur séance d'entraînement cause un sacré raffut et ne peut qu'attirer l'attention. Malheureusement, celle qui les trouve effraie, une ennemie problématique. Le monstre mort-vivant de haut niveau leva son poing et l'abattit sur les petits aventuriers en contrebas. Harry parvient à esquiver, mais réalise qu'il pourrait bien y passer pour de vrai. Un autre impact survient et il supplie que l'entraînement s'arrête. Cependant, alors qu'il s'enfuyait, quelqu'un d'autre courut sans crainte vers le géant. C'était frais, ricanant et souriant comme une enfant qui vient de recevoir un nouveau jouet. Elle grimpe sur son bras en un rien de temps, tailladant sa chair ressuscitée et se dirigeant droit vers la nécromancienne. Le chevalier de la guerre venait d'arriver, mais sa lame se heurtait déjà à celle de Ben. Bien que l'échange fût intense, elle se contenta de saluer sa cible avec un grand sourire. D'un autre côté, les bras de la roublarde tremblaient sous la force qui s'abattait sur son arme, mais la situation empira lorsque son ennemi se mit soudain à tournoyer, utilisant un style d'escrime tornade unique. L'attaque de Frey s'abat, transperçant la bête morte vivante et fracassant la terre en dessous. Muren s'inquiète pour elle, mais les troupes de la chevalière approchent également.
Ben se plaint de l'embuscade grossière, disant qu'elles ne se connaissent même pas encore. Elle demande donc qui est son assaillante pour l'instant. Disant que c'est un plaisir de rencontrer le fantôme de Chang Tan, Frey la salue et se présente comme un membre des 4 chevaliers de l'Empire. Soma a déjà mentionné ce groupe, et elle doit être l'une des personnes qui lui ont posé des problèmes. Maintenant que les présentations sont faites, le chevalier de la guerre était impatiente de poursuivre leur combat. Elle chargea avec un coup énorme et puissant, et leurs chocs sont si forts que les environs sont tranchés et déchiquetés. Frey se déplaçait comme une folle, habile et dangereuse malgré son apparence chaotique. Ben suit le rythme et utilise les astuces qu'elle emploie souvent, notamment en utilisant tout son corps comme une arme. Malheureusement, son adversaire cette fois-ci est bien au-dessus des autres. Ses redirections sont contrées sans effort, et son déluge de coups est brisé par un coup de pied qui trouve la moindre ouverture. Projetée en arrière, la roublarde claque de la langue avec frustration. Vu à quel point ses mouvements sont illisibles et erratiques, c'est comme si elle ne combattait pas un humain. C'était une adversaire redoutable, c'est certain. Elle lance un petit caillou avec une telle force qu'il se retrouve à quelques centimètres de l'œil de Frey en un instant. Cependant, ce n'était qu'une diversion pour cacher le barrage de coups de poing qu'elle allait déclencher juste après. À la grande confusion de Ben, elle se mit à rire et encaissa la pluie de coups assez bien pour lancer sa propre attaque. La nécromancienne projetée au loin, le chevalier de la guerre se plaint de ce combat décevant qui n'implique même pas d'armée de morts vivants. Elle demande à sa cible pourquoi elle est si distraite, et si ce sont les 2 faibles aventuriers, alors elle peut promettre de les enterrer avec elle. Ben se moque de l'idée qu'elle puisse l'enterrer. Remarquant l'instinct de combat et la portée anormale de Frey, elle reconnaît sa force. Elle lève ses mains vides en disant que la vue endommagée de la fille est son défaut fatal. La lame morte vivante était à côté d'elle, et elle ne put que maudire de colère alors que l'âme invoquée dévorait son corps. Ben saisit l'occasion et dit à ses disciples de fuir tant qu'ils le peuvent. Un énorme panache de fumée rouge engloutit la zone et bientôt, une longue bête morte vivante rampa à travers la forêt, servant de véhicule pour la fuite de son maître. Alors qu'elle partage joyeusement que la fumée rouge est en fait un mélange de poudre de piment, Muren lui demande si elle a un plan, car même une armée ne suffira pas contre l'un des 4 chevaliers. Ben, étonnamment, est d'accord, disant qu'elle ne peut pas non plus arrêter cette femme, mais qu'il leur suffit de continuer à courir puisqu'ils ont déjà franchi la frontière. Le moyen de s'échapper est d'être aussi bruyant et tapageur que possible. Malheureusement, ce ne sera pas facile avec Frey et ses chevaliers déjà à leur trousse. Elle sauta de la bête et se retrouva au-dessus d'eux en un instant, ricanant, tout excitée à la perspective d'un vrai combat. Tandis qu'elle utilise l'imprévisible et puissant style de la spirale, Ben prend position avec son redoutable style du Nord. Les 2 guerrières s'affrontent et leurs attaques engloutissent la forêt dans des éclairs de lumière entrechoqués. Elles s'affrontent un instant, mais dans une victoire totale, le coup de Frey transperce la roublarde et tranche même la tête de la bête morte vivante. Jusqu'à présent, elle a vu un monstre ramené à la vie, d'étranges bombes fumigènes et un squelette aux techniques bizarres. Les choses devenaient enfin intéressantes, et elle attendait avec impatience de voir ce qu'elle avait d'autre à offrir. Ben s'époussette et réprimande son adversaire pour avoir sali ses vêtements comme une vraie méchante. Le chevalier de la guerre lui lance un commentaire moqueur, ce qui déclenche un échange d'insultes entre les deux. Finalement, perdant patience, Frey lui demande pourquoi elle n'appelle pas l'armée des morts vivants. Elle était clairement forte, mais quelque chose la distrayait, peut-être les 2 humains de tout à l'heure. Avec cette idée en tête, l'ennemi propose de les tuer en premier si cela peut l'aider à se concentrer et à susciter assez de rage pour qu'elle se batte sérieusement. Sans perdre son sang-froid, Ben se demande pourquoi elle se rapproche autant de son adversaire. Sa confiance, bien qu'elle se fasse complètement démolir, amuse Frey qui n'a qu'une envie, lui écraser son petit crâne. Soudain, des dizaines de flèches puissantes s'abattirent comme une pluie mortelle. Aussi forte soit-elle, l'arrogant chevalier de la guerre encaisse quelques tirs. Agissant comme un seigneur, Ben lui dit de s'incliner devant la mère des tribus du Nord, la chaîne de montagne elle-même. Cette méthode mesquine la fait sourire. Arrachant les flèches, Frey dit qu'elle se demandait pourquoi ils étaient venus jusqu'au seuil de la tribu, mais que c'était pour réaliser ce tour de bas étage. On dit à Ben de les amadouer et qu'elle attendra le temps qu'il faudra pour que la guerre la plus divertissante commence. Faisant confiance à la guerrière squelette, le chevalier de la guerre s'en va avec un large sourire. Bien qu'elle soit dérangée par cette femme folle, les 2 disciples courent vérifier son état, mais s'inquiètent pour les autres à proximité. Elle avait presque oublié, mais elle se tourne vers les arbres pour remercier les membres de la tribu et commence à se présenter. Cependant, une flèche perça la main qui saluait, et l'archer qui l'avait tiré pensait déjà à boire de l'alcool dans son crâne comme un roi. On leur rappela brutalement à quel type de personne ils avaient affaire, il ne restait plus qu'une chose à faire. Les 3 aventuriers s'enfuirent à toutes jambes et furent, bien sûr, poursuivis. Les guerriers pointèrent des lances empoisonnées sur les intrus et lancèrent une pluie de projectiles dangereux sur eux. Ben avait sûrement un accord de coopération avec eux, bien qu'il ait été conclu il y a une centaine d'années. Elle suggère alors de mentionner leur nom, mais ils sont des fugitifs et cela ne ferait qu'empirer les choses. Harry, en particulier, a un passé difficile avec les chefs des tribus. Pensant qu'il serait peut-être préférable de donner son nom dans ce cas,
la nécromancienne se retourne et ordonne à tout le monde de s'arrêter. Elle demande une audience avec leur chef, affirmant être membre de la tribu du Nord. Cette affirmation éhontée les fait s'arrêter, mais avec scepticisme et doute plus qu'autre chose. Se sentant comme une solutionneuse de problèmes, Ben adresse un grand sourire à ses camarades, mais il se retrouve soudain derrière les barreaux d'acier de la prison froide et dure de la tribu. Des mots de gratitude sarcastiques et moqueurs viennent de Harry, qui reçoit alors un coup bien mérité sur la tête de la part de son nouveau maître. Il confirme alors qu'elle est membre de la tribu, du moins il y a longtemps. Encore endolori, le porteur de bouclier commence à paniquer face à la situation critique dans laquelle il se trouve. Il est certain qu'ils sont dans le village des Moutons Rouges et qu'ils seront perdus si le chef le reconnaît. Ils étaient seulement censés guider Ben jusqu'à l'entrée de la montagne et éviter tout contact avec les membres de la tribu. La porte de la prison claqua soudain à l'arrivée d'un garde qui dit que le chef demande le squelette. Tous les trois sont enchaînés et traînés dehors. Là, l'aventurière immortelle ne peut s'empêcher de constater que rien n'a changé. Ils sont amenés au centre d'une vaste zone, exposée aux yeux de tous. Bidan, le chef, dit qu'elle a un sacré culot de se faire passer pour un membre des tribus du Nord. De plus, une autre personne devant lui a l'audace de revenir ici comme si de rien n'était. Ben insiste sur le fait qu'elle est vraiment un membre et suggère qu'il l'écoute d'abord. Il semble qu'il n'ait aucune intention de lui accorder le bénéfice du doute et qu'il soit plus furieux de la simple présence des ratés qui ont été essentiellement bannis. Le village n'a pas du tout changé. Traitant toujours ceux qui ont échoué à la grande chasse comme des parias, Ben brise les menottes, les interpellant sur leurs traditions obstinées. Le chef est furieux des paroles audacieuses de quelqu'un qui ne comprend pas leurs coutumes. Comme elle sait exactement comment l'énerver, il décide de s'occuper lui-même de l'affaire. Après un autre commentaire insultant, Badan se précipita, ses haches rouges à la main, prêt à mettre l'intruse en pièces. Même à distance, son coup est assez puissant pour fendre le sol en pierre. Sans même scier, Ben dévie l'attaque sur ses côtés, où elle frappe ses camarades. Pour être précis, il frappe et brise les chaînes qui entravaient leurs mains. Elle leur dit à tous les deux de reculer pendant qu'elle s'occupe du combat. Poursuivant son assaut, Badan la soumet à un barrage d'attaques féroces, rapide et puissante, et Muren ne peut s'empêcher d'être stupéfaite. Le chef est certainement une personne forte, mais la guerrière morte-vivante était d'un tout autre niveau. Elle lisait ses attaques comme dans un livre ouvert et parait chacune d'elles avec une précision incroyable, le forçant à rater tous ses coups. Il ne pouvait même pas suivre leurs mouvements, mais il était clair qui avait l'avantage. Les coups d'épée fendaient l'air et forçaient ceux qui se trouvaient à proximité à s'enfuir. Passant de la simple déviation, Ben s'est rapidement approché de son adversaire enragé et, en quelques millisecondes, lui a asséné de multiples coups au corps. Toujours confiant, Badan a frappé avec une force dévastatrice et a demandé si c'était tout ce qu'elle avait. C'était loin d'être le cas. La guerrière squelette riposte, mais il bloque avec son bras nu et dit que ses coups sont trop légers. Après tout, elle n'est que des os. Un coup de coude frappe son crâne et l'envoie valser. Pour lui, les morts ne devraient pas marcher parmi les vivants et devraient simplement retourner à la poussière. Il a encore beaucoup de choses dont il veut se vanter, mais le corps du chef s'est soudainement effondré au sol. Son corps ne bouge plus, probablement après avoir été touché à un point de pression, mais quand est-ce arrivé? Ben répète ses paroles sur les morts qui s'évanouissent. C'est quelque chose qu'elle a entendu des milliers de fois. Alors pourquoi était-il, lui le vivant, agenouillé devant la morte qui se tenait toujours debout? Pourquoi ne peut-il pas faire un seul pas alors qu'elle marche vers lui, une lame à la main? Plaçant l'acier froid contre son cou, elle dit au chef qu'il est temps de parler. Badan était complètement dépassé, comme s'il était un enfant s'entraînant avec son maître des décennies plus tôt. Comme c'est sa défaite totale, il lui demande ce qu'elle veut. Ben lui ordonne de rassembler tous les chefs des tribus du Nord car ils vont attaquer l'Empire. Ses objectifs sont assez élevés même pour eux, mais en tant que perdant, il ne pouvait rien dire. Il l'invitera à se joindre à la Grande Assemblée du Nord, le Grand Conseil, qui se réunira bientôt. Comme il ne lui fait toujours pas confiance, il dit à leur groupe de rester au manoir de Harry pour le moment. La mention d'un manoir la surprend, tandis que l'homme en question se cache de honte. Badan est confus, réalisant qu'elle est entrée sur leur territoire sans même le savoir. L'enfant raté ne a pas dû le lui dire. Il trouve cela complètement ridicule, alors il dit à l'étrangère de bien écouter. Le vrai nom de son compagnon est Harry le colporteur des épées, qui vient d'une tribu alliée à la leur. Il est l'unique successeur de la tribu de la crinière du lion blanc du Nord. Dans les montagnes enneigées du Nord, sur le territoire de la tribu du Mouton Rouge, les trois aventuriers atteignirent le manoir Hawker, Harry en tête. Ben était troublé de voir son camarade, souvent en sueur, marcher si élégamment. Le successeur dit qu'il a abandonné son nom de famille et sa maison. Le jour où il a fui dans les montagnes, franchement mal à l'aise, il se dirige directement vers sa chambre et leur dit de l'appeler si besoin. Une attitude si inhabituelle et maussade le fait paraître comme quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Vanson les a accueillis à l'entrée, se présentant comme le gardien du manoir. Le squelette mort-vivant se présente et le vieil homme sait déjà qui est Muren. Pour le prouver, les deux se mettent à jour comme de vieux amis. Elle était la petite fille du jardinier qui traite Harry comme un ami, mais qui est essentiellement une servante. Ben demande plus d'informations,
incapable de croire que son disciple est le prochain chef. Bien qu'affilié au Lion Blanc, il a séjourné temporairement dans la tribu du Mouton Rouge pour étudier. Dans le cadre de sa formation, il a enduré des épreuves infernales pour être reconnu comme guerrier et en apprendre assez pour diriger la tribu en tant que futur chef. La tribu du Mouton Rouge était l'endroit idéal pour apprendre, alors il étudiait assidûment chaque jour. Cependant, il s'est caché il y a 4 ans, probablement choqué d'avoir échoué à la grande chasse à plusieurs reprises. Alors que les serviteurs qui n'ont pas tenu le coup sont retournés au Lion Blanc, Vanson est resté pour s'occuper du manoir. La raison pour laquelle il est resté est simple. Il ne peut pas laisser la maison être sale pour le jour où Harry reviendra. Il en va de même pour Murène, dont il était convaincu qu'elle reviendrait quoi qu'il arrive. En fait, tous les membres de leur tribu l'attendaient depuis tout ce temps. Ben se rend plus tard dans le jardin et demande ce que l'aventurière faisait là. En tant qu'ancienne jardinière de la famille Hawker, Murène s'occupait simplement des fleurs, tout naturellement. Elle sait que Harry aurait fait un excellent chef, mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle s'est enfuie avec lui. Comme ils ont le temps, elle décide de lui raconter une vieille histoire de leur vie. Un jour, Poe et sa fille se sont agenouillés et ont salué la chef de la tribu du Lion Blanc, assise sur son trône. Russ avait une drôle d'expression sur son visage balafré les années en moins accueillis. Croyant que c'est la volonté de la montagne mère qui les ait fuis, elle les invite à vivre comme l'un des leurs. Acceptant la main de la gracieuse chef, Poe jure de lui rendre sa gentillesse de les avoir accueillis pour le reste de leur vie. Comme Moran a à peu près son âge, on dit à Harry de faire visiter le territoire à la fille. Il s'exécute et les deux jeunes se promènent sur les terres de la tribu, il est plutôt gentil pour le successeur d'une tribu. Le garçon se présente à la nouvelle venue, qui lui tend quelque chose sans dire un mot. Il le prend, pensant que c'est un tribut pour son nouveau maître, mais le jette par terre en réalisant que c'est du crottin de chèvre sur un bâton. La nouvelle servante répond à son salut et à sa présentation, affichant un sourire espiègle. Agir ainsi envers quelqu'un de rang supérieur lui attirerait normalement des ennuis. À sa grande surprise, elle lui demande simplement si tout cela a vraiment de l'importance. Le rang dont il parle est-il vraiment plus important que de s'amuser dans la vie? Apparemment facile à convaincre, il accepte son point de vue, ce qui provoque un sourire narquois, elle lui demande s'il est un idiot. Elle lui prend la main et l'entraîne pour profiter de la journée. Ils passent la journée comme des amis, Harry étant entraîné dans les pitreries enfantines de Murène. Pendant ce temps, leurs autres pères regardaient en cachette leur futur chef de tribu jouer avec une servante. Les appelant, elle présente le garçon aux autres enfants, lui donnant son sceau d'approbation. Avec l'approbation du successeur, ils finissent par abandonner la notion de rang entre eux et se concentrent sur le fait de passer le meilleur moment de leur vie. Moran ne le vénère pas. Elle ne le flatte pas et n'essaie pas d'obtenir quoi que ce soit de lui malgré son statut. Après tout, elle ne le voit pas comme le fils du chef, mais simplement comme Harry, un garçon de son âge. C'était une première. Quelques années plus tard, les deux paraissaient dans les champs quand il l'a appelée. Il lui demande si elle pense qu'il peut être comme sa mère. Même lui pense à devenir le prochain chef et s'inquiète de ne pas bien faire malgré son départ pour étudier. S'asseyant, elle le regarde dans les yeux avec un sourire et dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ce n'est pas seulement elle, mais toute la tribu de la crinière du Lion Blanc qui croit en lui. Quelque temps passa et il se rendit à la tribu du Mouton Rouge où Badan l'accueillit comme son nouveau maître. Le chef a juré de lui transmettre tout ce qui était nécessaire pour qu'il accomplisse bien son devoir. On l'a forcé à traîner un rocher avec son corps tout en lui rappelant ce qui reposait sur ses épaules. Son endurance et sa force seront aussi celles des tribus, ce qui signifie qu'aucune des deux ne peut faiblir à aucun prix. Il était également impératif que son esprit soit entraîné à penser constamment, car une seule erreur pouvait coûter la vie à toute sa famille. Un jour, on les mena dans une bibliothèque profonde contenant toutes les informations vitales qu'il devait connaître, et on lui dit de tout maîtriser. Il a passé d'innombrables heures à un bureau, lisant les livres qui s'empilaient les uns sur les autres. Il a vu et senti son corps commencer à se briser, et il s'est demandé s'il pouvait vraiment le faire. Se souvenant de Murène et de ses paroles d'encouragement, il retourna à son livre avec une résolution et une force ravivée. Environ un an après le début de sa formation, quelqu'un a visité le manoir Hawker, prenant les serviteurs à l'intérieur au dépourvu. Alors qu'il annonçait la nouvelle, la jeune fille ne put s'en empêcher, et ils restèrent là, figés de choc, une information déconcertante était arrivée. Apparemment, Harry s'était enfui. Quand il était enfant, Harry écoutait l'histoire des héros qui ont vaincu le roi démon. Tandis que le vieil homme parlait, le jeune garçon écoutait avec des yeux écarquillés d'émerveillement et de respect. Il admirait sa mère avec révérence, ainsi que les villageois qui la suivaient. Il s'entraînait à l'épée, aspirant à devenir un héros lui aussi. Il ressentit ce désir en serrant son épée. Il l'a placée sur le fil de sa lame. Pourtant, à la fin, il ne restait qu'un garçon brisé. Impatiente de trouver Harry, Murène s'habille rapidement. On lui dit d'attendre car il y a un blizzard, et même les guerriers chevronnés se font discrets. De plus, elle n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve et n'a pas de plan. Elle ne tient aucun compte de ses avertissements et sort dans le froid. Elle avance péniblement tandis que la neige tombe tout autour d'elle. Chaque pas lourd laisse des empreintes profondes alors qu'elle continue d'avancer.
À chaque respiration, elle sent le vent froid et glacial traverser ses poumons. Pourtant, elle est déterminée à trouver Harry. Pendant ce temps, dans un village de la région nord, nous voyons un bar vide. Le seul bruit vient de Harry, qui avale de l'alcool à grande gorgée. La porte s'ouvre soudainement à la volée et Muren arrive. Harry, qui est maintenant manifestement ivre, aperçoit son amie. Elle a l'air soulagée de le voir, puis son expression se transforme en colère alors qu'elle lui demande pourquoi il s'est enfui. Il répond que cela ne correspondait pas à ses aptitudes et qu'il n'avait de toute façon aucun talent. Muren écoute et ne dit pas un mot. Elle s'approche lentement de lui pendant qu'il continue de vider son verre. Elle l'attrape par la chemise et le tire vers elle. Elle lui crie alors d'arrêter de se plaindre. Elle lui rappelle qu'il avait dit vouloir devenir le plus grand chef. Il la regarde avec une expression de résignation, ce qui la surprend. Il dit que si tu échoues une fois, c'est une expérience, 2 fois, c'est une erreur. La 3e fois, c'est de l'entêtement, tandis que la 4e, c'est devenir la norme. Il déclare ensuite qu'il a échoué à l'épreuve de la grande chasse 4 fois de suite. Il manque des instincts nécessaires au combat et n'a pas non plus d'aptitude pour la magie. Il n'a aucune compétence exceptionnelle ni aucun talent particulier. Il n'est pas non plus un stratège expert. Il s'assoit par terre, l'air abattu, et se lamente de n'avoir rien. Tout ce qu'il a, c'est l'instinct et des yeux perçants. En fait, il a probablement entendu plus de 1000 fois qu'il était disqualifié en tant que guerrier. Muren ne croit pas ses oreilles alors qu'il continue, déclarant qu'elle n'a aucune idée car elle n'a pas été à sa place. Elle ne connaît pas la pression d'avoir tout le monde qui vous regarde avec de grandes attentes. Finalement, cela devient trop lourd, et on finit par être englouti par le désespoir. Muren dit que tu t'es enfui. Harry répond qu'au moins ici, il respire plus facilement qu'avant. Ici, aucun maître ne le surveille. Pas de villageois le traitant comme un supérieur guindé. Ici, il peut être un ivrogne misérable autant qu'il le veut. Elle lui demande si c'est vraiment la personne qu'il aspirait à être, et la question semble le ramener à la raison. Il enfouit son visage dans sa main et dit qu'il ne sait plus. Il ne se souvient plus de celui qu'il aspirait à être. Muren le regarde avec de la tristesse dans les yeux. 2 ans passent. Le soleil se lève sur le village dans la région nord du continent. Muren lit une note indiquant que le village de la Tour de la Lance a besoin d'aide. Elle dit qu'il y a eu tellement de requêtes de ce village depuis que leur guilde d'aventuriers a été pratiquement dissoute. Harry attrape son bouclier et se prépare à partir. Muren note que même si Harry n'est plus celui qu'il était, il semble s'être à nouveau éclairci. Pendant 2 ans, elle est restée à ses côtés, espérant que le temps le guérirait. Ses yeux remarquent quelque chose alors qu'elle le regarde descendre les escaliers en premier. Le fait qu'il porte encore son bouclier montre qu'il n'a pas complètement coupé les ponts avec sa tribu. Ainsi, elle pourrait encore le faire changer Davis. Le sol tremble un peu, et elle se demande si c'est un tremblement de terre. C'est en fait Ben, car c'était le moment où quelque chose allait changer. De retour au présent, Muren lui dit qu'au début, il s'agissait juste de montrer le chemin. Mais avec Ben, elle a revu l'ancien Harry. Elle ajoute que les capacités de Harry ne sont pas celles d'un guerrier, mais ressemblent en fait un peu à celles de Ben. Elle suggère alors qu'elle le prenne comme élève. Harry a un talent abondant. Il a simplement des difficultés parce qu'il s'est heurté à son mentor. Elle termine en disant qu'elle croit que Ben sait ce dont il a besoin. Pendant ce temps, Harry est dans sa chambre et entend frapper à la porte. Une main défonce alors la porte, prenant le jeune homme au dépourvu. Nous avons appris que ce dont il avait vraiment besoin, c'était d'un professeur entièrement déterminé à ouvrir les murs de son cœur. Ben jette alors un œil par le trou et déclare fermement qu'il est temps de s'entraîner. Elle l'attrape par la chemise et le traîne jusqu'à la porte. Elle se retourne et dit que s'il saute un jour, elle le saura. S'il se repose 2 jours, l'ennemi le saura. Ainsi, il ne devrait pas penser à se reposer avant de mourir. Harry implore sa pitié puisqu'elle vient d'entendre parler de son triste passé. Ben ne l'entend pas de cette oreille et lui frappe la tête en lui disant de se taire. Elle se demande comment il savait de quoi elle parlait et Muren dit qu'il a une excellente ouïe. Ben dit alors qu'elle va prendre son entraînement au sérieux car elle commence à s'attacher à lui. Elle plaisante un peu pendant que Harry est allongé sur le sol en marmonnant des bêtises. Pendant ce temps, on entend le son de quelqu'un qui allait et qui est à bout de souffle. Il marche aussi vite qu'il le peut en s'aidant de sa canne. Il s'excuse auprès de tout le monde et dit qu'il ne peut pas aller au Valhalla. La raison en est qu'il est le seul survivant alors que les autres sont morts sur le champ de bataille. Il déclare alors gravement que les loups de l'Empire arrivent. Les gens du Nord sont en réunion de stratégie, mais Harry n'est pas présent, donc Badan est furieux. Ben lui dit qu'elle occupe Harry avec l'entraînement. Badan pense que c'est ridicule de sa part d'essayer d'améliorer Harry alors qu'il n'a aucun potentiel. Ben rétorque que c'est juste Badan qui ne peut pas reconnaître le vrai talent du garçon. Au moment où Badan veut se lancer dans une joute d'insultes avec la morte vivante, on frappe à la porte. On laisse entrer le survivant de la défense côtière, et il supplie Badan de donner l'ordre d'attaquer l'Empire. Badan refuse, citant que l'attaque de l'Empire signifie une guerre totale avec eux, et il ne voit pas non plus le survivant se battre maintenant qu'il a perdu sa jambe gauche. Il lui ordonne de retourner à son poste. Le survivant est hors de contrôle et crie au chef de changer Davis. Les gardes doivent le maîtriser. Badan informe Ben que celui qui a fait irruption est un survivant des forces de défense de l'attaque de l'armée de l'Empire sur la côte il n'y a pas si longtemps.
Il explique que l'échelle était gigantesque et que c'était essentiellement un massacre de leurs forces. Le compagnon du survivant l'a vu déjà étendu sur le champ de bataille, la jambe écrasée, pourtant l'homme voulait continuer le combat. Bien que la bataille soit déjà gagnée, les soldats de l'Empire continuaient de tuer ses amis. Il était le seul à avoir survécu pour pleurer un cimetière de ses camarades. Plus tard, Ben informe Muren qu'elle a été acceptée comme guerrière du Nord et que Ben l'a choisie pour ce travail en raison de ses efforts, de son intelligence et de son expérience. Ben dit aussi qu'elle est très douée. Ben sait qu'elle a seulement fait semblant d'échouer à la grande chasse pour Harry. La morte vivante la complimente tellement que Muren change de sujet pour demander comment se passe l'entraînement de Harry. Ben répond que tant qu'il surmontera les chaînes du dégoût de soi et l'ombre d'être le fils du chef, il deviendra un excellent guerrier du Nord. Ben se souvient de l'époque où elle était encore en vie, entraînant ses disciples, et comment elle a compris que surmonter ses propres batailles et acquérir de l'expérience est la partie la plus cruciale pour être un guerrier. Cela lui fait réaliser que son rôle est de transmettre les conseils du passé à cette nouvelle ère. Elle dit que la dernière épreuve des Harry sera sa décision de se battre. Pendant ce temps, Harry est seul quelque part dans la forêt, se tenant droit alors qu'une armée de gobelins chevauchant des loups s'apprête à l'attaquer. 7 jours plus tard, l'armée de l'Empire se trouve à l'entrée des montagnes du Nord. Frey est allongé par terre pendant que ses hommes en armure jouent dans la neige. Soa, l'ancien commandant de la garnison impériale qui a combattu Ben, rejoint Frey et lui demande pourquoi elle et ses hommes sont si stupides. Il regarde ses hommes jouer dans la neige comme des enfants, pourtant Frey les défend en disant que chacun d'eux vaut 100 hommes. Elle demande à l'ex-commandant s'il est venu la défier pour le titre de 4e chevalier. Soa lui dit qu'il est seulement venu pour se venger de la nécromancienne qu'il a combattue. Il demande pourquoi ils n'attaquent pas et ne font que traîner. Frey répond qu'elle attend que quelque chose d'amusant se produise. Cela frustre Soa, qui ordonne à son armée de se préparer au combat. Ils se mettent en route pour les montagnes du Nord. Soa sourit en anticipant sa revanche sur Ben. Pendant ce temps, au camp des tribus du Nord, Ben apprend de Bédin que les forces impériales ont envahi les montagnes et qu'une force massive déferle depuis la côte, suffisante pour ravager les montagnes. Bédin dit qu'il a déjà envoyé des messagers aux autres tribus, mais qu'ils n'arriveront pas à temps. Il déclare qu'ils sont déjà en guerre contre l'Empire. Ben lui dit qu'elle se joindra à eux dans la bataille. Dans le champ enneigé, de nombreux soldats du Nord chargent l'armée impériale lourdement armée et protégée par des boucliers. Ben est sur une colline, mélancolique de se retrouver à nouveau sur un champ de bataille. Elle sent que, d'une manière ou d'une autre, cette bataille est différente de toutes les autres de sa vie. Elle jure qu'elle ne fuira plus ses devoirs, car elle porte les espoirs du peuple sur ses épaules. Le survivant de la force de défense côtière s'approche de Ben, portant une épée et tenant à peine debout sur sa jambe de bois, et dit qu'il ne peut pas rester assis dans la tente médicale à regarder la bataille se dérouler. Il demande à Ben si elle va essayer de l'arrêter, mais la nécromancienne dit qu'elle n'a pas l'intention et qu'elle veut seulement lui demander si son rêve est de venger ses camarades. Le survivant de la force de défense dit fièrement que ce n'est pas par vengeance, mais parce qu'il est un guerrier de la tribu du Mouton Rouge et qu'il n'a pas encore terminé son devoir en tant que bouclier de la tribu. Ben demande si ce serait une insulte pour elle de réveiller ses camarades de leur sommeil et de les invoquer pour la bataille. Le survivant répond que bien qu'il n'y ait aucun honneur à les invoquer par la sorcellerie, il ne voit pas de plus grande raison de les réveiller que pour qu'ils défendent leur terre d'une invasion. Ben est satisfaite de sa réponse, et elle lui tend la main. Le survivant accepte sa main et se relève. Une lumière éclatante enveloppe le champ de bataille. Le survivant voit que ses camarades ont été ramenés à la vie en tant qu'armée de morts-vivants. L'armée de la force de défense morte-vivante hisse fièrement son drapeau. Ben leur demande leur force alors que leurs ennemis envahissent leur territoire. Ils répondent que ce sera leur dernière mission et forment un rempart de boucliers. Leur ami survivant pleure en les voyant accomplir leur devoir une fois de plus. L'homme lève son épée sous le drapeau de l'armée de la force de défense. Les forces impériales sont à cheval et chargent vers les boucliers de la force de défense. Les morts-vivants réagissent en leur lançant des lances, stoppant ainsi leur charge. Ben prie l'esprit de la montagne mère de lui pardonner d'avoir invoqué la force de défense côtière afin qu'ils puissent accomplir leur dernière mission. Elle dit à Harry, qui est à côté d'elle, qu'elle va lui permettre de se battre. Elle regarde le champ de bataille et remercie la force de défense d'avoir équilibré la balance pour que Harry puisse y entrer et atteindre l'éveil. Elle dit à Harry que c'est l'occasion de donner la réponse qu'il aurait dû donner lors de la grande chasse. Mais maintenant, sur un vrai champ de bataille, Harry a l'air nerveux, la sueur perlant sur son visage. Il observe le champ de bataille et voit tout le chaos et la mort. Il dit à Ben qu'il n'est pas sûr de pouvoir le faire. Ben lui donne une pichenette sur la tête et lui dit de se vider l'esprit. Elle lui conseille de ne pas détourner les yeux de la tragédie et du péché, car la guerre exige qu'il assume sa responsabilité, aussi dure soit-elle, elle lui dit qu'il doit jouer son rôle comme elle jouera le sien. Harry appelle Ben son maître et lui demande où elle va. Frey arrive, alors Ben dit à son nouveau disciple qu'elle doit régler ses comptes avec ce monstre. Ben saute de la colline avec une force semblable à celle d'une fusée. Elle s'élève si haut qu'elle ressemble à une étoile filante. Elle atterrit en direction de Frey, mais le monstre bloque son coup. Pendant ce temps, Harry met un casque de protection en métal pour montrer qu'il est un guerrier du Nord. Certains impériaux préparent des mages à lancer des rafales de sorts. Harry les charge et saute haut,
esquivant tous les sorts des mages et passant derrière eux. Il fait tomber le commandant ennemi de son cheval d'un coup. Muren est surprise de voir que les mouvements de Harry sont parfaitement efficaces sans son bouclier. Ben explique qu'avec sa souplesse acrobatique et ses muscles explosifs, manier un bouclier freinait sa vitesse et son agilité. Bien que sachant que Frey est juste en face d'elle, Ben explique que Harry est maintenant à 100% de son véritable potentiel. Elle continue d'expliquer que comme le garçon idolâtrait tant sa mère, il a toujours essayé de copier son style, sans réaliser que son style actuel, fait de feintes et de lancers d'armes dissimulés face à plusieurs ennemis, est ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Harry massacre de nombreux ennemis avec des épées et des poignards cachés. Ben se reconnaît en lui, car ils sont tous deux une double classe de voleurs et de guerriers. Harry ne montre aucune peur malgré le chaos du champ de bataille, alors Ben le déclare véritable guerrier du Nord. Ben est tellement concentré à surveiller Harry que Frey se faufile derrière elle. Ben esquive de justesse son coup de pied. Frey enchaîne alors avec un barrage de coups de poing que Ben dévie. Frey attrape ensuite Ben par le col et la plaque au sol avec la force d'une comète. Harry s'inquiète pour son maître et se laisse distraire. Muren exécute un coup d'épée qui élimine de nombreux ennemis entourant Harry. Elle le rejoint et lui dit de ne pas se laisser distraire. Soa arrive et s'approche de Harry émorant. Il dit qu'il est déçu que Frey lui ait volé sa cible, mais se contente de Harry car il se déplace exactement comme Ben. Il pointe son épée vers eux deux et dit qu'il fera d'eux son apéritif avant d'affronter son véritable ennemi. Harry et Morant le chargent. Soa exécute un mouvement d'épée qui force les deux à reculer. Harry dit à Morant qu'il ne s'est jamais senti comme ça avant, maintenant que la peur a quitté son corps et qu'il est libre. Harry s'approche de Soa malgré l'onde de choc. Sa ténacité force Soa à revivre les souvenirs de sa défaite face à Ben, et il riposte en créant 3 ondes de choc qui parcourent le sol. Les vagues empêchent Harry de s'approcher de lui. Le duo voit que Soa a besoin de temps pour respirer avant sa prochaine technique, il voit donc leur ouverture. Murin frappe le bouclier sur le dos de Harry avec sa hache géante, catapultant Harry en l'air vers Soa. Soa sourit en créant une autre attaque d'onde de choc, même en reprenant son souffle. Harry s'inquiète, car il est incapable d'esquiver en plein air. Des souvenirs de son temps passé avec Muren l'envahissent. Il se souvient surtout de 2 courants en se tenant la main. On découvre que Muren s'est placé devant Harry et que c'est maintenant elle qui est grièvement blessée. Ben et Frey continuent de croiser le fer. Ben se met sur la défensive alors que Frey crée une onde de choc qui tue même les nombreux soldats à ses côtés. Ben bloque l'onde de choc directement avec effort jusqu'à ce qu'elle se dissipe. Frey marche sur les cadavres de sa propre armée, mort de son attaque, en se dirigeant vers Ben. Frey remarque que Ben n'a pas esquivé l'attaque et réalise que c'est parce que les camarades de Ben étaient derrière elle. Frey trouve étrange que Ben n'ait protégé que ceux de son camp. Ben répond que c'est Frey qui devrait s'inquiéter pour ses propres camarades qui souffrent sous ses pieds. Frey regarde les cadavres sous elle et rit, considérant les morts non pas comme des humains, mais comme de simples morceaux de viande. Frey demande aussi à Ben pourquoi elle alterne constamment ses mains et retire même son épée en utilisant son poing. Frey sent que son ennemi se retient d'une manière ou d'une autre. Frey réfléchit aux raisons possibles et se demande si Ben est trop préoccupé par son rôle au combat ou si elle utilise habituellement d'autres armes. Elle analyse que Ben possède des compétences de combat expérimentées et la perspective stratégique d'un général, tout en ayant une grande prouesse martiale. Elle détermine que Ben est une combattante de type voleur. Ben la félicite pour son intelligence à l'analyser. Frey dit aussi à Ben qu'elle sait qu'elle est distraite parce qu'elle est trop inquiète pour Harry. Elle rappelle à Ben que Soa est un chevalier commandant bien au-delà du niveau de Harry. Frey se colle au visage de son adversaire et lui dit de ne pas continuer à détourner le regard. La femme aux cheveux rouges donne alors un coup d'épée, tuant nombre de ses propres soldats impériaux dans le but d'atteindre Ben. Frey effectue ensuite un coup horizontal vers Ben, mais la guerrière morte-vivante glisse au sol pour l'éviter. Frey essaie de l'écraser du pied, mais la manque. Ben analyse qu'elle peut voir l'ouverture dans les attaques de Frey, mais que la fenêtre pour contre-attaquer est trop étroite. Elle regrette de ne pas utiliser son épée d'origine, à laquelle elle est habituée. Frey trouve aussi étrange que les attaques de Ben soient pleines de failles, où elle semble manquer des occasions de frapper. Ben regarde Harry, qui porte le corps blessé de Muren, essayant de se forcer à se concentrer sur son adversaire. Frey se met face à elle pour l'obliger à la regarder. Frey donne alors un coup de poing au visage de Ben, projetant la guerrière morte-vivante en arrière. Frey juge Ben sans cœur pour ne jeter un œil qu'à ses disciples alors qu'il y a des centaines de vies sur le champ de bataille. Ben sait que son ennemi a raison de dire qu'elle est sans cœur. Elle regarde ceux qui sont déjà tombés au combat et se demande pourquoi elle ne leur a pas jeté un regard ou n'a pas pris le temps de les sauver. Ses démons intérieurs disent à la guerrière morte-vivante que ce n'est pas sa faute. Elle regarde les guerriers se battre entre eux et n'hésitant pas une seconde à s'entretuer. Ses démons intérieurs lui disent de simplement abandonner, d'accepter qu'elle a été rejetée par le monde et qu'elle doit retourner son épée contre lui. Ben se souvient alors que Muren lui a dit de ne pas se sentir coupable qu'une guerre ait éclaté dans le Nord à cause d'elle. Muren lui a assuré que ce n'était pas sa faute et que le Nord était aussi sa maison, que des guerriers comme eux devaient protéger. Murin a insisté pour que Ben ne se blâme plus. Cela fait réaliser à Ben qu'elle a oublié qu'elle est aussi une guerrière du Nord. Elle rassemble sa conviction en se rappelant qu'elle n'hésitera plus, même si ses camarades tombent sur le champ de bataille.
Elle jure qu'elle se souviendra de ceux réduits en poussière et qu'elle portera leurs vœux vers l'avenir. Elle continue en disant que les guerriers du Nord comme eux ne sont forts que lorsqu'ils sont unis. Elle se souvient que ce sont les mots qui guidaient sa vie quand elle voyageait avec le groupe du héros et quand elle était proche de lui. Frey balance son épée sur Ben alors qu'elle est distraite. Ben exécute une entaille plus rapide qui blesse son adversaire à la poitrine et au bras. Frey regarde à nouveau l'épée de la morte vivante et voit qu'elle s'est divisée en deux et que Ben manie maintenant deux épées. Ben lui dit que c'est la raison pour laquelle ses mouvements étaient retenus auparavant, tout en exécutant un coup d'épée qui crée un cyclone. Le coup envoie Frey voler comme un jet supersonique dans le ciel. Alors qu'elle est projetée en arrière, Frey rit en réalisant que la raison pour laquelle les mouvements de Ben étaient maladroits avant était que Ben était à l'origine une manieuse de doubles épées. Ben lui envoie encore plus d'ondes de choc d'épée, créant une tornade qui suit la femme aux cheveux rouges. Frey se souvient alors d'un vague adversaire de son passé qui lui avait dit qu'elle était pitoyable d'être un chevalier de guerre qui ne connaît même pas la douleur de la mort ou une agonie qui lui est comparable. Frey crie qu'on ne devrait pas la prendre de haut. Elle donne un coup d'épée qui coupe une montagne en deux. Ben essaie de contrer en recréant le coup d'épée du héros de son passé. Celui dont elle se souvient a même abattu le roi démon. Elle exécute son mouvement et il tranche le sommet de la montagne en morceaux. Le résultat est que Frey est assommée alors qu'elle tombe avec une grande partie des débris de la montagne. Harry dit à Muren que tout va bien se passer. Bien que la femme soit en train de mourir sur le sol enneigé, il la serre dans ses bras et la supplie en disant que ça va aller. Soa lui demande si c'est la première fois qu'il voit un camarade mourir. Il juge Harry pathétique pour toutes ses plaintes. Harry jure avec des yeux intimidants qu'il tuera Soa quoi qu'il arrive. Cela met Soa en colère, qui le frappe sur le côté de la tête. Cela brise le masque en métal de Harry, mais les yeux du jeune homme ne cessent pas un instant de regarder Soa avec une rage vengeresse. Soa déteste tellement ses yeux qu'il traite le jeune homme de barbare. Il est sur le point de frapper Harry à mort. Il y a une explosion soudaine qui repousse Soa loin de Harry. On découvre que Ben est arrivé pour protéger son disciple. Les yeux de Soa deviennent rouges de rage en voyant son ennemi mortel. Ben dit à Harry qu'elle va lui faire gagner du temps pour s'échapper. Elle rappelle à son disciple de rester calme, bien que ce soit aussi un rappel pour elle-même de ne pas perdre le contrôle à cause de la rage. Soa essaie de mettre la guerrière morte vivante encore plus en colère en lui disant qu'elle semble avoir oublié la vraie et s'être trouvé un nouvel animal de compagnie. Ben dit à Soa que Frey lui a demandé plutôt si elle avait pitié des soldats impériaux qui meurent sur le champ de bataille, car eux aussi ont des foyers et des familles à retrouver. Elle admet qu'elle ressent de la culpabilité, mais que si elle ne les tue pas, cela signifie que ses camarades mourront. Ben s'approche de Soa et lui dit qu'elle sait que la guerre les rend sans cœur, comme si elle savait que Soa comprend de quoi elle parle. Il se fusille du regard dans un silence tendu, puis il croise le fer. Ben continue en disant qu'elle ne se retiendra plus. La bataille de Ben et Soa crée un chemin de destruction. Pendant ce temps, Harry essaie de parler à Muren et lui dit que Ben leur a fait gagner du temps pour s'échapper. Elle lui donne alors un léger coup de poing. Harry devine que ce qu'elle essaie de dire, c'est qu'il doit aider Ben. Alors qu'elle lutte, Muren rappelle à Harry de ne pas se perdre dans sa colère et qu'il doit avoir un avenir où il surmonte son désespoir. Elle dit que c'est un de ses rêves et lui demande d'en prendre soin. Muren pleure en faisant comprendre à Harry qu'il doit y aller maintenant pour protéger tout le monde en tant que chef. Pendant ce temps, Ben continue son attaque sur Soa. Cependant, Soa sent que la puissance derrière ses techniques s'affaiblit et que cela doit être parce qu'elle est trop inquiète que Harry subisse une dépression nerveuse à cause de son traumatisme. Ben bloque le coup de pied de son adversaire tout en insistant sur le fait que Harry ne craquera pas. Elle dit que Harry ne s'effondrera pas de rage parce qu'il est plus fort qu'elle ne l'était. Le corps de Ben se fiche soudainement de douleur, et elle pense que ce doit être la séquelle de son combat contre Frey. Soa voit l'ouverture et tente de frapper. Harry apparaît et blesse Soa à l'épaule avant qu'il ne le puisse. Alors que Soa recule, Harry remercie son maître de lui avoir fait gagner du temps pour se calmer. Soa voit sa blessure et maudit Harry. Harry lui dit qu'il est son adversaire maintenant. Harry charge Soa tout en s'excusant auprès de Muren d'avoir sacrifié 2 ans de sa vie pour lui. Alors qu'il continue de se battre avec Soa, il s'excuse encore et encore auprès d'elle. Soa et Harry se ruent à nouveau l'un sur l'autre, et alors qu'ils s'affrontent, une explosion se produit. Alors que le brouillard de neige se dissipe, on découvre qu'ils sont dans une impasse, s'étant tous deux poignardés avec leurs épées. Soa frappe son adversaire encore et encore pour le repousser, pourtant le jeune homme ne bouge pas et reste sur place. Alors que Harry endure, il promet à Muren qu'il vivra pour que son rêve devienne réalité. Harry rassemble sa rage et enfonce son épée encore plus profondément dans l'ennemi. Soa retire son épée du jeune homme pour le frapper à nouveau. Harry esquive en se baissant. Harry contre-attaque, mais Soa esquive en sautant. Ben lance alors son épée sur Soa alors qu'il est en l'air, le blessant dans le dos. Soa maudit la morte vivante pour son interférence. Ben dit alors à Harry qu'il est temps de mettre leur plan à exécution. Soa voit que le champ de bataille se trouve sur un immense cercle magique qui vient de s'illuminer. Avant la bataille, Ben a expliqué aux Nordiques son plan pour attirer l'armée de l'Empire dans un lieu précis et comment un cercle magique serait prêt à déclencher une avalanche. Elle a également expliqué qu'il s'échapperait par un itinéraire désigné pendant qu'il enterrerait les ennemis vivants. Au présent, Ben crie à tout le monde de s'échapper. Les Nordiques battent tous en retraite. Pendant ce temps,
Harry prépare son coup final sur Soa. Il frappe en s'enveloppant, ainsi que Soa, dans des flammes qui ont la forme d'un lion bondissant. Finalement, Soa est vaincu. Dans l'esprit de Harry, il vient de déposer des fleurs sur le sol pour dire au revoir à Muran. Harry voit alors son maître courir vers lui, mais il n'entend pas les cris de Ben à cause du bruit assourdissant. Il ne réalise pas que l'avalanche est déjà sur le point de l'engloutir. Il regarde derrière lui alors que l'avalanche recouvre tout. Pendant ce temps, une personne mystérieuse observe la montagne enneigée où ils se battent dans une boule de cristal. Cette personne, qui a un tatouage de cercle magique sur la main, se demande pourquoi Ben s'est montré maintenant. Dans la chaîne de montagnes du Nord, parmi les 1000 soldats impériaux, 600 des avant-gardes de Soma et Frey ont été vaincus. Environ 400 soldats de l'armée impériale attendaient à l'arrière une ouverture. Russ, la chef de la tribu crinière de Lion Blanc, sortait tout juste d'une bataille intense, couverte de terre, mais n'a subi aucune blessure. Avec elle se trouve le chef de la tribu du Mouton Rouge, Badan, et il n'est pas non plus blessé bien que sali par la bataille. Le duo s'éloigne des 400 soldats impériaux qui l'ont tué à eux deux. Plus tard, les Nordiques s'entraident pour ressortir de l'avalanche de neige. Toutes les forces de défense côtière mortes-vivantes se rassemblent autour de leur ami survivant. Le chef de l'armée, Agida, sourit en tombant en poussière. Les autres membres de la force de défense mort-vivante se désintègrent également dans la lueur du soleil. Ben informe le survivant que sa nécromancie se contente généralement de mouvoir les morts sans les souvenirs de leurs vies antérieures. Le survivant voit que ceux qui se tenaient devant eux étaient différents, car ils accomplissaient leur dernière mission comme s'il était vivant. Ben promet de leur offrir ses remerciements et le respect qui leur est dû. Il arrive et dit à Ben de ne pas leur organiser de funérailles. Il explique que reposer sur le champ de bataille est leur honneur. Il explique que la tribu du Nord a toujours compté sur la terre pour vivre et que c'est par respect qu'ils doivent retourner à la terre une fois morts. Ben convient que c'est ainsi que les Nordiques devraient être, mais reste mélancolique de ne pas être elles-mêmes retournées à la terre. Badan s'approche de Harry en deuil, le félicite et le remercie, lui et Muren, d'avoir tenu la ligne de front et bloqué les loups de l'Empire, et s'excuse de ne pas avoir réalisé son potentiel. Il demande ce qu'il reste de Harry après que le champ de bataille lui a tant pris. Harry répond qu'il a beaucoup perdu mais qu'il a reçu quelque chose de plus grand en retour. Il serre le poing en disant que son fardeau est lourd. Alors que le jeune homme pleure, Badan dit qu'il est temps pour eux de retourner au village pour le festival afin de prier et de dire adieu à leurs amis tombés au combat. Plus tard dans la nuit, des feux d'artifice envahissent le ciel de leur village. Au lieu de pleurer, les Nordiques trinquent, boivent et racontent les exploits de leurs amis décédés. Ben et Harry sont assis sur le côté pendant que les autres font la fête et trinquent. Harry regarde les gens danser sous les feux d'artifice et dit à son maître que les funérailles festives lui avaient manqué, car tout le monde dans la région du sud poussait des cris de deuil devant les biens de leurs proches. Ben dit à son disciple que les funérailles nordiques sont si grandioses parce qu'ils vivent très près de la mort. Pleurer de peur est une fin bien trop triste à envisager. Elle lui conseille de sourire pour Muren, car elle n'aimerait pas que Harry soit en larmes. Harry répond que puisque le rêve de Muren lui a été confié, pleurer pour elle serait lui manquer de respect. Ben reconnaît que Muren serait en colère s'il pleurait. Ben se souvient des guerriers qu'elle a aimés et qui sont morts par le passé et imagine qu'il serait furieux de la voir pleurer sur leur sort. Elle s'excuse auprès de Harry de ne pas avoir été là pour assister au dernier moment de Muren et explique que si elle y avait été, elle n'aurait peut-être pas gardé le contrôle d'elle-même. Elle lui conseille de toujours se souvenir de tous ceux qui sont morts et de continuer à avancer, car il veille toujours sur lui. En buvant de la bière, elle lui conseille de ne jamais chercher la vengeance mais de suivre la voie des héros. Elle lui demande de sourire pour Muren, et Harry s'exécute. Ben s'éloigne en disant qu'elle doit s'occuper de quelque chose. Hors de la vue du squelette, le jeune homme pleure. Il regarde son maître partir et voit l'histoire de la vengeance et du regret gravé sur son dos. Il voit maintenant les souhaits qu'elle veut lui transmettre, et il se demande ce qu'il devrait faire pour les réaliser. 2 jours plus tard, Ben et Harry assistent à la réunion des chefs de la tribu et constatent que seulement 4 des chefs sont dans la pièce. Badan les informe que, la montagne étant vaste, il n'est pas surprenant que quelques tribus ne soient pas là. Dogo, le chef de la tribu du Tigre du Ciel de l'Aube, se présente avec respect au squelette. Il lui présente également la vieille chamane de leur tribu, qui, selon lui, a vu l'avenir de la morte vivante et a volé jusqu'au territoire du Mouton Rouge pour lui remettre un objet. La chamane tend à Ben un talisman en bois qu'elle reconnaît. La chamane dit à Ben qu'elle en aura besoin et salue la morte vivante avec respect en lui tenant la main et en l'appelant ancêtre. Curieuse, Ben demande à la chamane ce qu'elle voulait dire en l'appelant ancêtre. La chamane lui dit qu'elle ne révélera pas pourquoi, ce qui soulage Ben. La chamane s'incline devant Ben et lui dit que la tribu du Tigre du Ciel de l'Aube lui prêtera sa force pour son voyage. Badan dit aussi à Ben que les tribus du Mouton Rouge et de la crinière de Lion Blanc la soutiendront également, et il se charge de s'assurer que les autres tribus le feront aussi. Il passe à la question suivante, décider du sort de leur prisonnière, Frey, qui est présentée entravée et dans une camisole de force. Frey s'approche de Ben et demande avec un sourire à se joindre à eux dans leur guerre. Frey explique qu'elle fait défection de l'Empire et qu'elle s'est seulement laissé capturer sans bruit en signe de bonne volonté. Harry s'écrie qu'ils ne pourront jamais lui faire confiance,
car elle est l'un des 4 chevaliers et la principale responsable de l'invasion de la montagne. Il poursuit en disant qu'elle a utilisé sa position comme l'un des 4 chevaliers pour marcher et anéantir des armées juste parce qu'elle aime la guerre. Frey en rit et ajoute qu'elle a également commis pour l'Empire tous les autres crimes énormes dont ils n'ont pas connaissance. Ben lui demande pourquoi elle veut se ranger de leur côté. Frey explique qu'elle veut la guerre. Elle leur conseille d'accepter son aide car la tribu du Nord ne suffit pas pour affronter un ennemi qui règne sur un continent. Elle leur rappelle que l'Empire a son ordre de chevaliers stratégiques et des légions d'infanterie. Et s'il enrôle des citoyens, cela seul constituerait une force énorme. Dogo lui demande pourquoi elle veut se ranger de leur côté si elle connaît la force de l'Empire. Frey répond qu'elle trouve leur camp bien plus intéressant. Elle explique qu'un camp qui obtient un avantage écrasant n'est plus intéressant, et que la guerre devient intéressante lorsque les 2 forces opposées sont presque à égalité. Elle poursuit en disant qu'elle recherche la catharsis au cœur d'une bataille à la vie à la mort, et que cela n'est évident que lorsque 2 camps s'affrontent sans que l'on sache lequel va gagner. Harry s'oppose avec véhémence à son offre, disant qu'ils ne doivent jamais accepter la proposition d'une personne aussi manifestement folle qu'elle. Malgré l'appréhension de son disciple, Ben dit à Frey qu'elle sera une mercenaire. Badan intervient et dit à Ben qu'elle ne peut pas décider seule du sort de leur prisonnière clé. Ben répond qu'elle sait comment pensent les gens comme Frey. Ben dit alors à Harry qu'elle comprend sa colère, mais qu'il ne doit pas laisser sa rage aveugler et émousser son jugement. Elle lui conseille que la guerre exige qu'il soit extrêmement concentré. Elle lui fait comprendre que ce n'est pas une histoire de héros terrassant les ténèbres, mais une sale bagarre de bouchers. Elle ajoute que pour faire tomber l'Empire, elle utiliserait même le pouvoir des démons sans hésitation si cela les aidait à gagner. Elle dit à Harry que le siège de chef dont il héritera est celui d'un général de guerre. Harry réalise son erreur et s'excuse de s'être laissé guider par ses émotions. Frey se moque de Ben pour ses sages paroles et commente qu'elle a dû participer à 1 ou 2 guerres. Ben répond qu'elle a passé sa vie entière dans les guerres. Badan reconnaît que l'utilisation de Frey serait un atout majeur, mais s'oppose à l'emploi d'une mercenaire qu'ils ne peuvent contrôler et qui pourrait les trahir à tout moment. Il demande à la morte vivante si elle connaît un moyen de maîtriser Frey. Ben répond qu'elle sait comment gérer les bêtes indisciplinées. Cela pousse Frey à regarder Ben sérieusement pour la première fois depuis son arrivée à la Réunion. Badan accepte à contre-cœur d'utiliser Frey. Ils font une pause, et Russ retourne dans sa chambre. Vanson, le vieil intendant de la crinière de Lion Blanc, demande à la chef si elle a au moins parlé à son fils. Russ répond que le vieil homme dit des choses inutiles. Vanson l'informe que son fils a mis de côté le bouclier et a commencé à s'entraîner à d'autres techniques. Un sourire de fierté se dessine sur le visage de Russ alors qu'elle fume une pipe, se rappelant que son fils tient de son père. Elle dit à Vanson de donner à Harry l'épée que son père utilisait, car elle conviendrait mieux à Harry que le bouclier. Elle observe son fils marcher avec son nouveau maître depuis la fenêtre et partage avec Vanson son regret de ne pas lui avoir parlé davantage. Dans son cœur, elle dit à son fils qu'elle le soutient dans sa découverte du monde et veut lui dire que la crinière de Lion Blanc sera toujours derrière lui. Harry se rend sur la tombe de Muren et y dépose des fleurs. Il lui parle de la façon dont son maître se prépare déjà à aller de l'avant et comment il sait que Ben a la force de ramener la paix sur le continent. Il se compare à son maître et se sent inférieur, surtout après avoir de nouveau laissé ses émotions guider son jugement lors de la réunion. Il dit qu'il réalisera le rêve de Muren de le voir devenir le chef, et que viser moins haut que ce rêve signifierait qu'il ne mérite pas d'être un nordique. Il dit qu'il deviendra un jour le grand chef qui dirigera toutes les tribus du Nord et qu'il deviendra digne du nom de Harry. Il demande à Muren de l'attendre encore un peu. Vanson lui rend visite sur la tombe et lui donne l'épée de son père en disant que sa mère lui a demandé de la lui remettre. Harry regarde l'épée de son père, se demandant s'il en est digne. Vanson exprime sa conviction que Harry peut maintenant réussir la grande chasse telle qu'il est, et qu'il deviendra un bon chef dont l'histoire du Nord se souviendra comme d'un grand guerrier. Vanson sait aussi que Harry ne le fera pas tout de suite, car il devine que le jeune homme a déjà décidé de voyager avec Ben. Le vieil homme l'encourage dans son voyage et lui conseille d'apprendre de la perspective de son maître, qu'il considère comme ayant la vision d'un grand général. Vanson l'assure qu'il attendra jusqu'à ce qu'il participe de nouveau à la grande chasse. Harry le remercie en attachant l'épée de son père à sa ceinture. Il demande à Vanson de s'occuper du domaine jusqu'à son retour. Vanson demande où est Ben maintenant. Harry répond que son maître a dit qu'elle avait une réunion pour décider de leur prochaine destination. Lors de la réunion, on propose à Ben d'utiliser leur marine pour voyager. Le chef de la tribu de la mer des Azurs est surexcité à la mention que sa marine est nécessaire et bombe le torse avec ses hommes. Badan explique à Ben que la tribu de la mer des Azurs est la seule à posséder une marine parmi les peuples du Nord et que leur construction navale, leurs assauts amphibies et leur navigation sont sans égal dans le monde. Le chef de la mer des Azurs passe son bras autour de Ben, agaçant le squelette. Le chef jure avec une grande vigueur que la tribu de la mer des Azurs mènera Ben là où elle veut aller. Ben informe qu'elle voyagera par la terre, décevant le chef de la mer des Azurs. Badan rappelle à Ben que voyager par la mer serait plus rapide et plus facile, mais le squelette dit qu'il y a un endroit où elle doit s'arrêter en chemin. Badan est intrigué que la morte vivante ait déjà une prochaine destination en tête. Ailleurs, Harry dit à Vanson qu'il se dirige vers la ville où l'ancienne épée de son maître a été forgée. De retour à la Réunion,
Ben dit à Badan que sa prochaine destination n'avait pas de nom dans le passé. Elle dit qu'elle est maintenant connue sous le nom de la rue des Artisans. Au même moment, Harry donne aussi le nom de la rue Avançon. Alors que Ben s'apprête à quitter le village, Badan lui dit qu'il persuadera les autres chefs de se ranger de son côté. Il lui souhaite également la paix en tant que guerrière du Nord. Badan s'approche alors de Harry et lui demande de l'écouter en tant que son ancien professeur. Il dit au jeune homme que Ben est tout aussi humaine que le reste d'entre eux et peut avoir des défauts et vaciller malgré ses 100 ans de sagesse. Il rappelle à Harry que le squelette se désespère également de la mort de sa famille et de ses proches perdus et endure constamment le murmure d'une vengeance brutale parmi ses ennemis. Il pense que Ben ne doit avoir personne à qui parler de ses sentiments et qu'elle se force à devenir froide et rationnelle pour le bien de tous en silence. Badan dit à Harry que quelqu'un qui endure de telles épreuves et s'efforce de ne pas se perdre est la définition même d'un héros. Il dit qu'il est du devoir de ceux qui suivent le héros de rester à ses côtés. Harry comprend et dit qu'il accomplira son devoir. Plus tard, Ben et Harry commencent leur voyage avec Frey, qui se plaint d'être lourdement entravé sous sa cape, ce qui la met mal à l'aise. Elle n'arrête pas d'ennuyer Ben avec toutes ses plaintes. Au fil des jours, le trio traverse un champ de dinosaures, le territoire d'un serpent géant, des montagnes froides en hiver, et bien d'autres lieux uniques. Plus tard, alors qu'ils campent, Frey demande à Ben où elle a entendu parler de son secret et dit qu'elle sait que c'est ce que Ben utilisera pour la contrôler. Ben demande pourquoi elle pose la question maintenant. Frey lui dit qu'elle a juste attendu que Harry parte. Ben lui dit qu'elle a entendu des histoires sur le secret de Frey par un vieil ami, mais n'était pas sûre que ce soit vrai. Alors elle a demandé à une autre personne. De retour sur la montagne enneigée, Soma avait raconté à Ben comment sa mère avait attiré l'attention de son père et s'était mariée dans une famille noble. Il se souvenait que sa mère l'avait élevé, lui et ses frères et sœurs, de manière splendide. Cependant, son père a tué sa mère pour créer un prétexte pour attaquer une famille rivale, et c'est grâce au sacrifice de sa mère qu'ils sont devenus la plus grande maison noble. Soma compare la mort de sa mère à celle de Muren, la disciple de Ben, et il a dit au squelette qu'elle devait simplement accepter ce qui s'était passé. Ben était assise à côté de lui alors que Soma gisait sur le sol, mourant. Soma continua de dire qu'il ne la comprenait pas, devenir folle pour la mort d'une disciple et déclarer la guerre à l'Empire. Il a dit qu'il avait réalisé qu'elle avait juste besoin d'une justification pour pouvoir avoir à nouveau un but, qu'elle a utilisé la mort de sa disciple pour faire à nouveau partie du monde. Ben fut insulté par son accusation et lui dit qu'il était absurde de penser cela. Elle lui a dit que ce n'est pas parce qu'elle était silencieuse qu'elle n'était pas en colère et qu'elle lui avait pardonné. Elle l'a menacé d'un grand châtiment pour avoir fait du mal à 2 de ses disciples. Soma rit aux éclats en réalisant qu'il avait causé une grande douleur à la morte vivante en tuant Muren. Il savourait le fait qu'il était évident que Muren avait entraîné durement son corps juste pour mourir à la fin pour la stupide raison de protéger quelqu'un d'autre. Il s'est également attribué le mérite d'avoir rendu Harry soudainement plus fort, car c'est la mort de Muren qui l'a rendu ainsi. Soma jugea Ben d'être incapable de tourner la page sur les morts alors que lui l'avait fait. Ben le souleva en l'étranglant et en saisissant l'épée toujours plantée en lui. Elle promit que cette fois, elle le tuerait. Elle dit qu'elle poserait d'abord quelques questions avant de passer à l'acte. Frey réalise que Soma a révélé son secret. Ben lui dit que l'homme lui a poliment donné toutes les informations dont elle avait besoin. Malgré cela, Ben a des souvenirs d'avoir torturé Soma. Frey rit, sachant ce que Ben a vraiment fait, mais elle prétexte qu'elle est juste excitée par la nourriture qu'elle prépare. Frey continue en disant que Harry doit la considérer comme une héroïne et qu'elle observera avec impatience jusqu'à ce que le jeune homme réalise qu'elle ne l'est pas. Ben lui dit de regarder attentivement. Le lendemain matin, il voit qu'ils sont arrivés au village relais de Livry. Frey est forcé de porter des vêtements civils de déguisement, dont elle se plaint qu'ils sont inconfortables. Pendant ce temps, Ben porte un masque blanc pour cacher qu'elle est une morte vivante. Ben est convaincu que son déguisement parfait leur permettra de traverser le village sans problème. Plus tard, des gardes de Livry pointent leur lance sur eux pour avoir essayé de passer. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.